bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire. Normalement, on devrait avoir une séance qui dure 2 heures ou un petit peu moins de 2 heures. En tout cas, on terminera impérativement avant 16 heures. Et on aura l'occasion, on va y revenir un peu plus tard, de faire intervenir donc, plusieurs institutions et on va se présenter, donc le ministère, le SDB notamment, ainsi que l'Agence du numérique en santé. Peut-être pour commencer, donc moi-même, je vais me présenter. Donc, je suis directeur de projet à la délégation du numérique en santé et je suis plus particulièrement le Ségur de la biologie médicale sur le plan du numérique, entre autres projets. Et on vous propose aujourd'hui, en termes d'ordre du jour, justement une petite introduction générale sur le Ségur du numérique, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi exactement qu'est-ce que c'est. Et puis, on s'est proposé de partager notamment la parole avec le Dr François Blanchecotte et Dr Bruno Gauthier pour qu'ils vous parlent un peu des enjeux stratégiques et des évolutions de ce Ségur numérique sur notamment la ville, qui fait l'objet du focus d'aujourd'hui, sachant qu'on a déjà eu une session plus orientée sur l'hôpital il y a quelques jours. Et puis après, on fera un focus en lien avec Mathieu Slozard de l'ANS sur le financement à l'équipement, pour vous rentrer un peu plus dans le détail. Et puis, on aura l'occasion peut-être d'évoquer quelques éléments sur le financement à l'usage, même si les choses sont peut-être moins avancées qu'elles ne peuvent l'être, par exemple, sur l'hôpital. Et puis, on vous fera, pour terminer, un petit point sur les dispositifs d'accompagnement des acteurs, à la fois des biologistes, mais on vous parlera également de ce qui est disponible pour les éditeurs. Donc, voilà un peu le menu d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça appelle à des remarques liminaires de forme. En tout cas, on essaiera de réserver entre chaque partie un temps de questions, évidemment. Vous pouvez poser vos questions, entre guillemets, à la fin de chaque partie en levant la main à travers le petit outil là sur Zoom, soit directement dans le chat. Si, comme on est, je vois 70, normalement, on devrait pouvoir répondre en séance à toutes les questions, enfin, je l'espère. S'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre en séance ou parce qu'il y a trop de questions, notamment dans le chat, on y répondra en asynchrone, en renseignant les questions et les réponses sur une FAQ qui est sur le site de l'ANS, où il y a une page donc, dédiée à la partie Ségur numérique biologie médicale. Donc voilà, sans transition, je vous propose de faire une petite introduction sur le Ségur numérique. Donc le Ségur numérique, j'espère que certains d'entre vous en ont entendu parler et que même une majorité d'entre vous on a entendu parler. Pardon, il y a une petite question justement sur la biologie hospitalière. Le replay de cette session, on va vous le partager dans le chat si vous voulez regarder la session qui a eu lieu, qui dure 2 heures donc sur l'hôpital il y a quelques jours. Et puis elle sera aussi sur le site de l'ANS. Donc je laisse peut-être Élodie, si c'est possible, si le lien est déjà en ligne, vous le mettre dans le chat. Bien sûr. Donc le Ségur numérique, en introduction, c'est une initiative qui a vocation à généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels et à rattraper probablement un retard certain qu'on a sur le numérique en santé en France. Et ça, évidemment, dans la perspective de permettre aux citoyens d'être acteurs de la santé et d'améliorer le quotidien des professionnels de santé, et nous permettre également d'avancer plus rapidement que si on ne l'avait pas fait, un certain nombre d'actions de la feuille de route du numérique en santé que vous pouvez retrouver sur le site isanté.gouv.fr. Et le Ségur numérique, ça représente à peu près 2 milliards d'investissements sur 5 ans, dont 600 millions réservés au médico-social et 1,4 milliard sur le sanitaire. C'est des financements qui sont dans le cadre du plan de relance et de résilience européen. Pour vous donner une idée de la marche à franchir, un des objectifs, vous le savez, c'est la transmission des comptes rendus, notamment de biologie médicale, au DMP, et puis de documents de santé en général. Aujourd'hui, on a un objectif de passer d'à peu près 10 millions à 500 millions de documents de santé qui sont chaque année envoyés dans le DMP et partagés par messagerie sécurisée d'ici 2 ans. Donc ça, c'est tout document confondu. Et si on fait un focus plus sur la biologie médicale, aujourd'hui, vous savez qu'il y a probablement 10 millions de DMP qui sont déjà ouverts. Ça va changer très bientôt puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire qu'il y aura assez rapidement 70 millions de DMP qui seront ouverts. Et aujourd'hui, on a en stock 3,4 millions de comptes rendus de biologie médicale qui ont déjà été alimentés au DMP depuis sa création, sachant qu'on estime qu'il y a environ 200 millions de comptes rendus de biologie médicale qui sont générés chaque année. Donc, ça donne une idée de la marche à franchir, même si évidemment, il n'y a pas que cet indicateur de l'alimentation, il y a un certain nombre d'indicateurs, par exemple, sur la consultation, sur le transfert par messagerie sécurisée qui aurait été intéressant de regarder également. Donc ça, c'est nos objectifs un petit peu généraux. Et pour arriver à accélérer vraiment ce partage des données de santé,
Il y a eu donc la constitution, pour éviter de travailler hors sol, de ce qu'on appelle de task force ou de couloirs. Donc, il y en a 6. Un sur le médico-social, hein, qui a été historiquement un secteur qui a été plutôt mis de côté ou qui est beaucoup plus en retard, et qui est pourtant évidemment extrêmement important. 2 secteurs qui sont particulièrement importants et qui sont vraiment des pivots, qui sont le secteur sur les établissements de santé et le secteur sur la médecine de ville. Également un couloir sur la pharmacie qui s'est lancé peut-être un peu plus tardivement, un couloir sur la radiologie et puis évidemment un couloir sur la biologie médicale. Donc, le principe de chacun de ces couloirs, c'est qu'on a constitué depuis 8 mois des échanges très fréquents, alors à un niveau opérationnel toutes les semaines, et puis à un niveau plus stratégique avec les représentants des biologistes à peu près tous les mois et demi, dans lequel on a essayé d'identifier quelles étaient les problématiques, les freins au partage et à l'échange des données de santé. Et suite à tous ces travaux, on a abouti à un certain nombre de conclusions sur ce qu'il fallait changer et quand est-ce qu'il fallait le changer et comment on allait le changer. Et donc, l'ensemble de ces couloirs a notamment travaillé sur la manière de mettre en place un certain nombre de services socles qui sont promus à travers ce Ségur, le dossier médical partagé, l'identité nationale de santé, sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose, la messagerie sécurisée de santé, évidemment, et puis ProSanté Connect, qui est également une brique importante pour permettre l'identification électronique des professionnels. Il y a évidemment des questions de transition entre ces couloirs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler en silo, juste la biologie médicale. Il y a évidemment la question, il y a eu beaucoup d'interactions avec les autres task force, et notamment, par exemple, rien ne sert d'envoyer un compte-rendu de biologie par messagerie sécurisée si c'est dans un format que le logiciel de gestion de cabinet du correspondant ne saura pas lire et que ça n'apporte pas de valeur au correspondant. On a évidemment travaillé sur toutes ces interactions. Et puis, bien évidemment, ces travaux ont été conduits avec des représentants des biologistes, avec des représentants des éditeurs, qui connaissent évidemment bien les enjeux numériques de ce secteur, pour vraiment travailler ensemble, pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'il fallait changer aux différents niveaux, c'est-à-dire dans les logiciels des professionnels, mais également dans les services socles qui sont portés par la puissance publique. Donc, le Ségur, il arrive avec une conjonction d'incitation financière et de mesures plutôt de caractère un peu plus obligation. Parce qu'on pense que les deux sont complémentaires et que c'est seulement si on arrive à mettre en place les deux à la fois qu'il va y avoir vraiment une accélération, une transition, et plutôt que ce qu'on avait pu constater par le passé, parfois quelque chose d'un peu poussif où on dit que quelque chose est obligatoire et puis finalement le truc ça ne se fait jamais, la transition est extrêmement lente. Et donc c'est vraiment cette conjonction qui est extrêmement importante. Donc là, vous voyez un petit tableau qui explique un peu les grands principes du Ségur entre les mesures financières et les mesures plutôt réglementaires, et qui s'adresse un peu aux deux acteurs, c'est-à-dire il y a les acteurs éditeurs et les acteurs de l'offre de soins. Donc pour nous, c'était très important d'avoir une action avec les deux types d'acteurs et bien évidemment d'associer d'ailleurs ces deux types d'acteurs dont vous faites partie à toutes ces réflexions pour que vous soyez vraiment partie de ces évolutions. Donc sur les mesures financières, il y a un premier financement qui est un financement à l'équipement, qui est vraiment un dispositif très innovant, qui ressemble un peu à ce qui a été fait sur CIDEP par certains côtés, qui est la puissance publique va acheter aux éditeurs, quelque part, le fait qu'ils déploient des nouvelles versions du Ségur, des versions qu'on appelle Ségur compatibles, chez les acteurs. Donc ça, c'est un très nouveau parce que c'est vraiment, on change un peu le paradigme où il y a un client qui paye à son éditeur. Là, exceptionnellement, c'est la puissance publique qui va payer le déploiement d'une nouvelle version et qui, évidemment, va fixer ce qu'il y a dans cette nouvelle version et qui va donc financer le déploiement de ça sur l'ensemble du territoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement coûteux parce que ça coûte de l'argent d'aller déployer une nouvelle version, de faire des paramétrages, de faire les formations, etc. C'est toute une prestation pour les éditeurs. Donc, on finance ça. Ça, on a voulu essayer de diviser la charge en deux parce que c'était tout ce qui était nécessaire ne tenait pas. Si on avait voulu tout faire d'un coup, on en aurait eu pour 3 ans. Donc, on a préféré diviser en deux vagues. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un financement à l'équipement vague 1 et financement à l'équipement vague 2. On va vous parler plus tard des montants, mais par exemple, sur la vague 1, ça correspond à peu près 30 000 € par laboratoire pour aller financer à l'éditeur une nouvelle version. Ensuite, il y a un financement qui est à l'usage, alors lui qui est assez différent, qui s'adresse aux acteurs, c'est ça qui va arriver entre guillemets dans la poche des acteurs eux-mêmes, donc des laboratoires de biologie médicale et des établissements, qui est un financement qui est conditionné à l'usage. C'est-à-dire si les acteurs atteignent un certain niveau d'usage, par exemple,
plus de X% des comptes rendus envoyés dans le dossier médical partagé avec l'INS, alors les acteurs vont toucher ce financement. Notre enjeu d'ailleurs, c'est que ce ne soit pas forcément, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, un financement qui arrive une seule fois, mais qu'on essaie d'y trouver une modalité un peu plus pérenne pour que les acteurs soient incités dans la durée et que ce ne soit pas une année j'alimente le DMP, puis l'année suivante j'arrête. Ensuite, il y a des mesures réglementaires, donc ça, il y a des référentiels de sécurité, d'interopérabilité qui sont opposables pour les éditeurs. Aujourd'hui, un éditeur sera entre guillemets hors la loi si jamais il fait des comptes rendus de biologie médicale qui ne sont pas au format qui est dans les référentiels opposables. Et puis, des obligations qui portent sur les acteurs, qui grosso modo disent il faut utiliser l'INS, il faut faire un compte rendu de biologie médicale au format numérique et le diffuser au DMP par messagerie citoyenne et par messagerie professionnelle sécurisée aux correspondants de santé. Et puis, de retranscrire ça dans les grandes lignes, dans les référentiels du COFRAC. Donc, vraiment, le Ségur, c'est ce carré, entre guillemets, 2x2, mesures financières, mesures réglementaires, à la fois pour les éditeurs et à la fois pour les acteurs. Ensuite, pardonnez-moi, je suis perdu dans les slides. Je vais peut-être, avant certaines questions, peut-être tout de suite passer la parole à François et Bruno pour vous donner aussi leur vision de cette affaire du Ségur numérique stratégique. Et ensuite, on aura peut-être une première séance de ces questions assez nourrie qu'on pourra peut-être prendre de 15-20 minutes pour répondre à vos questions dans la foulée. Je vous laisse peut-être la parole, François et Bruno. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser en termes d'ordre de présentation. Voilà. Je vais parler en premier peut-être, et puis Bruno prendra la suite. Merci beaucoup, Raphaël. D'abord, premièrement, pour remercier fortement la DNS parce que nous avons été associés dès le départ et ils pensaient que, comme la radiologie, c'était une des bases essentielles qui permettrait d'intéresser en tout cas nos collègues médecins au DMP. Donc, c'est vraiment un programme qui a été entièrement soutenu par les biologistes depuis le départ. Nous avons constitué évidemment des éléments d'expertise, comme tu l'as dit, au niveau de la task force, mais nous avons dans un second temps créé un GIP qui permettait de réunir l'ensemble des syndicats, privés comme publics, de façon à ce que tout le monde partage les informations et surtout l'expertise que vous nous ameniez et ainsi les évolutions au fur et à mesure qui ont eu lieu dans notre secteur. Donc, on a été extrêmement et fortement intéressés pour deux raisons. C'est simplement qu'on a évidemment, de la part de la loi, de transmettre des résultats structurés, de les transmettre aux médecins, mais aussi de pouvoir toucher nos patients. Et donc, au travers du DMP et de la messagerie sécurisée, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, à la fois professionnelle entre praticiens de santé, mais aussi à direction du patient, c'était des éléments qui nous permettaient d'avancer. Et donc, pour avancer, tu l'as rappelé, c'est vraiment ce financement qui va débloquer le fait que nos évolutions logicielles vont permettre de pouvoir travailler correctement, à la fois en base structurée, mais aussi de parler et d'avoir aussi, dans un second temps, et on le verra par la suite, certainement une coordination de soins entre les acteurs, entre les professionnels de santé, pour suivre au mieux nos patients. Je crois que cette évolution numérique est fondamentale. C'est une expertise que le biologiste peut amener. Il y a une question qui a été posée justement sur le domaine de la prévention. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments qui vont permettre aussi de donner aux patients certains éléments substantiels sur les comptes rendus, sur leur interprétation, et d'autre part aussi, bien sûr, d'amener tout le volet de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'apporter une expertise. Donc là, tous ces éléments-là vont concourir à une évolution majeure de notre secteur. Il est vrai qu'aujourd'hui, tous les grands laboratoires, toutes les sociétés de laboratoires avaient des logiciels, des versions différentes. Et je crois qu'en faisant cet effort financier important auprès de nos éditeurs, ça permet d'avoir des versions, installer des versions qui sont compatibles évidemment au DMP et à la MSS. Donc, c'est un remerciement tout d'abord du travail en commun qui a été fait et de cette volonté de l'État, en tout cas, de porter très haut cette numérisation du secteur santé. Et comme tu l'as rappelé aussi, c'est vraiment extrêmement important que nous travaillions et que des autres secteurs, comme la radiologie, bien sûr, mais aussi les médecins,
puissent mettre à jour leur logiciel de façon à ce qu'il y ait une compatibilité, une interopérabilité absolue. Donc, je vais passer la parole à Bruno Gauthier, qui est finalement notre expert aujourd'hui au niveau du syndicat, qui a travaillé beaucoup avec vous et qui a permis en tout cas de trouver les moyens, les explications, d'arriver à des solutions fortement applicables dans tous nos laboratoires. Bruno, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, comme Raphaël l'a rappelé, ainsi que François, on a démarré les consultations il y a un peu plus de 8 mois et on a échangé avec l'ensemble des acteurs qui interviennent en biologie médicale, donc les éditeurs, les biologistes et des éditeurs notamment, et puis Interop Santé, un certain nombre d'acteurs qui tournent autour de la biologie médicale. On s'est également, bien sûr, coordonné et on a travaillé avec les autres task force. Et cette consultation a abouti à 2 dossiers de spécification, alors qu'on appelle maintenant des dossiers de référencement, et qui incluent un certain nombre d'exigences dirigées vers les éditeurs de logiciels de gestion de laboratoire. C'est le dossier, le DSR le plus conséquent, et un autre DSR qui est beaucoup plus léger, mais qui est important aussi, on verra tout à l'heure, c'est le DSR transcodage Link. Donc, comme l'a rappelé Raphaël, hein, cette première vague de financement, elle tourne autour de la communication et de l'échange du compte-rendu. Donc, elle va concerner les comptes-rendus structurés au format CDR2 niveau 3 et les échanges par MSS. Pour tous les cas dégradés où, si malheureusement un consommateur n'a pas de logiciel qui est capable d'intégrer le compte-rendu structuré, on a prévu de transmettre le PDF nu pour la MSS et le CDR2 niveau 1 pour le DMP, qui est l'équivalent du PDF nu. Alors, on va revenir un petit peu sur les spécifications qui ont été définies. La première, qui a été vraiment une demande unanime de l'ensemble de la profession, c'est de pouvoir consulter le DMP à partir directement du logiciel métier. Donc, pour ce faire, alors sur la vague 1, on est parti sur simplement un appel contextuel ou MDMP, mais ça veut dire que pour pouvoir faire cet appel contextuel sans avoir à se reconnecter, il était important que les systèmes de gestion de laboratoire puissent intégrer ProSanté Connect. Alors, ProSanté Connect, Raphaël en a parlé, hein, c'est les modalités d'authentification des professionnels de santé. C'est l'équivalent de France Connect, de France Connect pour les patients. Un autre élément important, c'est bien sûr l'utilisation de l'identité nationale de santé. C'est le socle qui va nous permettre d'échanger, de partager l'ensemble des documents. Et donc, à partir de cet INS, on va pouvoir mettre en place au niveau des systèmes consommateurs des systèmes d'intégration automatique des comptes rendus, ce qui fait qu'on a travaillé également sur la structuration en CDR2 niveau 3 pour pouvoir rajouter des flags et notamment pouvoir gérer, permettre au système consommateur de gérer automatiquement les résultats qui sortent hors limite ou les résultats critiques. En termes d'alimentation du DMP, on a prévu d'alimenter systématiquement le DMP, que ce soit en laboratoire de ville ou en laboratoire hospitalier. Alors, avec un petit bémol en laboratoire hospitalier, où on va permettre, en fonction des services, ou en tout cas, en fonction de ce qu'aura décidé la CME, de bloquer certains comptes rendus. C'est vrai que quand on fait 10 gaz du sang en réanimation, ça n'a pas de sens d'aller les déverser tous dans le DMP.
On a travaillé également sur les échanges entre les laboratoires de première intention et de deuxième intention, parce que je vous rappelle que c'est le laboratoire de première intention qui doit transmettre un résultat un compte-rendu consolidé avec le résultat transmis au laboratoire de seconde intention. On a prévu à minima dans cette vague 1 que le système de gestion de laboratoire devait être capable d'insérer le PDF du sous-traitant. La cible, c'est l'intégration du compte-rendu structuré en CDR2 niveau 3. Ça sera une obligation au niveau du financement en vague 2. J'en ai déjà parlé, c'est l'envoi systématique automatisé au DMP. Un élément important, pour pouvoir faire du CDR2 niveau 3, vous allez devoir réaliser un transcodage LOINC. Et donc, on a imposé aux éditeurs de pouvoir réaliser un export du catalogue local. Ça, c'était souvent compliqué. Alors, pour l'instant, on n'a pas travaillé sur le format. Là aussi, ce sera en vague 2, où on va imposer un format Fire pour gérer cet import, cet export du catalogue d'analyse afin de permettre le transcodage LOINC. Et donc, ce qui va permettre de faire appel à des éditeurs qui sont spécialisés dans ce transcodage LOINC. Et c'est pour ça qu'on a défini, on vous en reparlera tout à l'heure, un financement spécifique à ce transcodage. Enfin, on va demander là aussi une vérification systématique de l'annuaire RPPS qui va permettre de sécuriser la transmission des comptes rendus vers les professionnels de santé. On va passer à la diapositive suivante. Alors, sur la vague 2, un élément extrêmement important, on a intégré la demande numérique de biologie médicale. On fera un focus sur la slide suivante. On va normer tous les échanges entre cliniques et les laboratoires et entre laboratoires. Donc, entre les services cliniques et les laboratoires, les transmissions devront se faire au format HL7V2 avec le profil IHE LTW. Et entre les laboratoires de première intention et les laboratoires sous-traitants, au format HL7V2, profil IHE ILW. On a également, la crise nous l'a montré, on a eu pas mal de falsifications de notre compte rendu. Et donc, on a intégré le scellement des comptes rendus afin d'éviter tous ces petits désagréments qu'on a eus. Et donc, les comptes rendus de biologie médicale, que ce soit le CDR2 niveau 3 ou le PDF, devront être à minima scellés par des certificats logiciels. On a prévu de mettre en place des spécifications pour aller directement consulter le DMP et permettre de l'import de documents à partir du SGL, notamment le volet de synthèse et tout document qui pourrait être utile à l'interprétation du compte-rendu de biologie médicale. On a intégré également la routine de suppression de données pour être conforme à la réglementation. À l'heure actuelle, il y a très peu de systèmes de gestion de laboratoire qui nous permettent de respecter les recommandations de la CNIL, qui ne sont pas que des recommandations, qui sont également des obligations réglementaires, à savoir la suppression des données au bout de 20 ans et leur archivage au bout de 5 ans. J'en ai déjà parlé, le format Fire pour l'export des catalogues LOINC. On va spécifier la portabilité du catalogue et des comptes rendus afin de faciliter le changement de système de gestion de laboratoire. On l'a tous vécu. Le changement de SGL, c'est un vrai défi, c'est un vrai projet. Et la continuité des catalogues est un vrai problème et on est souvent obligé de tout reparamétrer. On va avoir une compatibilité, on va avoir une exigence sur la compatibilité ADDOM 8, CESAM Vital. Et enfin, on va demander, on va élever en tout cas le niveau de sécurité opérationnelle des systèmes de gestion de laboratoire. Alors sur la slide suivante, on va mettre un petit peu l'accent sur la demande numérique de biologie médicale, parce qu'on a un vrai sujet et on va avoir besoin
de force vive afin de participer aux travaux. On va passer sur la slide suivante. Donc, si vous me disiez, on va faire un appel à volontaires afin de travailler sur tous les cas d'usage d'utilisation de la demande numérique. Alors, la demande numérique, c'est la prescription. Mais c'était afin d'homogénéiser la sémantique avec la radiologie, où il parle de demande. On a considéré que pour la biologie, on pouvait également utiliser exactement le même terme. Donc, le périmètre des travaux, c'est tous les cas d'usage qui concernent un laboratoire. Hein. C'est donc les demandes qui sont réalisées en médecine de ville, les demandes réalisées en établissement de santé, la gestion des demandes entre le laboratoire de première intention et les laboratoires sous-traitants, la gestion des demandes qui sont faites directement au laboratoire et la gestion des demandes qui sont réalisées lorsqu'on fait de la biologie délocalisée ou de la biologie orale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour travailler sur ces problématiques. Merci. À mardi. À mardi. Quel est l'intérêt de dématérialiser la prescription médicale? Alors, pour le patient, il y a un intérêt majeur qui est déjà de pouvoir retrouver directement dans son espace la prescription sans avoir un bout de papier. Derrière, on peut imaginer que par rapport, si la prescription est structurée, qu'il pourra recevoir des rappels personnalisés en fonction des examens réalisés. Pour le récepteur, un gain en termes d'efficience évident parce que ça lui permettra d'auto-créer directement le dossier dans son système de gestion d'un laboratoire, ce qui évitera les saisies et les oublis éventuels d'examen. On pourra également imposer le recueil d'informations en fonction du contexte médical et de l'examen. Donc ça, pour nous, ça va nous permettre directement de répondre aux contraintes normatives et aux contraintes réglementaires d'ailleurs. Et accessoirement, ça pourrait nous permettre d'avoir une visibilité sur le plan de charge, notamment pour les laboratoires qui ont des grosses activités de ramassage. Pour le préleveur, les intérêts sont identiques au récepteur et également, ça pourrait lui permettre d'anticiper les actes à réaliser. Pour le demandeur, on aura un élément important qui ça lui permettra de suivre le statut de sa demande. Est-ce que l'acte a été réalisé? Est-ce qu'il est en cours de réalisation? Est-ce qu'il est terminé? Et ce, avant même d'avoir le résultat. On aura également ce même avantage pour l'équipe de parcours de soins. Pour la société, on va pouvoir travailler sur la juste demande d'actes de biologie médicale et surtout, on va pouvoir aussi sécuriser l'observance. Et enfin, pour l'assurance maladie, on va pouvoir faciliter le traitement de la facturation et contribuer à la réduction de la fraude, notamment, on l'a vu, alors, ça ne concerne pas trop les laboratoires de biologie médicale, on est plus sur le médicament, mais on a tous eu déjà des prescriptions falsifiées. C'est extrêmement facile avec un simple téléphone et un éditeur de PDF à l'heure actuelle pour modifier une prescription. On va passer à la slide suivante. Alors, cette slide, elle résume tout ce qu'on vient de se dire en termes de cibles d'interopérabilité. Donc, la cible, c'est l'alimentation du DMP au format CDR2 niveau 3 plus le CDR2 niveau 1. La transmission vers les professionnels de santé par messagerie sécurisée de santé en format CDR2 niveau 3 plus le PDF. Cette transmission et cette alimentation du DMP pouvant se faire à travers un éventuel connecteur, comme il en existe plein, type Wraptor, Innovacom et d'autres. Au niveau du laboratoire, les échanges avec le laboratoire sous-traitant
devront se faire en HL7 avec le profil IGHE-ILW et le laboratoire de première intention devra être capable d'intégrer le compte-rendu transmis par MSS en format CDR2 niveau 3 pour ce PDF. Et enfin, la communication à l'intérieur vers les établissements de santé afin d'alimenter le DPI devra se faire en format HL7 profil IHE LTW. On va passer à la diapositive suivante. Ouais. Là, vous avez deux diapos qui résument un petit peu toutes les actions que vous devez mener et ce qu'apporte en fait et quel impact a le Ségur pour les laboratoires. Donc, on va passer, il y a deux slides à ce niveau-là. Je rappelle, hein, que c'est quand même important, le financement. On a un financement à l'équipement et on espère avoir un financement à l'usage. Et ça, ces éléments-là, il faut bien comprendre que le temps imparti pour déployer ces versions Ségur compatibles a été volontairement contraint afin d'accélérer la mise en place de ces documents, en tout cas afin d'accélérer les usages, parce que je vous rappelle que normalement la transmission en CDR2 niveau 3 par messagerie sécurisée de santé, c'est obligatoire depuis 2016 pour les laboratoires de biologie médicale. Le problème, c'est que c'était obligatoire que pour les labos. Par contre, les systèmes consommateurs tels que les logiciels de gestion de cabinet ou les DPI n'avaient eu, eux, aucune obligation d'intégrer ces comptes rendus, ce qui fait qu'on n'a jamais pu évoluer vers ces formats-là qui pourtant vont apporter beaucoup en termes de, en tout cas vont améliorer à mon avis les parcours de soins et maintenant Mathieu prendre la suite. Bonjour à tous. Désolé, on va peut-être, Bruno, passer une petite séance de questions. Ouais. Ah oui, une petite séance de questions, Mathieu, pardon. avant de peut-être passer à la partie suivante, je pense que quand on a fini après, voilà, on a une petite séance de questions. Si vous voulez les poser par oral, n'hésitez pas à lever la main. J'ai vu qu'il y en avait certaines personnes qui avaient commencé. Et après, dans le chat, n'hésitez pas non plus. On peut peut-être commencer par Dominique Pierre qui a levé la main. Merci. Je voudrais profiter de la présence de François et de Bruno pour appeler leur attention sur une des difficultés qui est devant nous pour déclencher les différents projets, l'adoption, etc. de ces projets, qui est le fait que la transcodification des bases en Loing qui est vue comme un mur très difficile à franchir, etc., tout particulièrement dans le milieu hospitalier, où quand on parle à l'informaticien, il nous dit que c'est le biologiste qui n'est pas motivé. Si on parle au biologiste, il nous dira que c'est l'informaticien qui n'a rien compris, hein, enfin peu importe. Mais est-ce qu'il peut y avoir un appui de la profession et peut-être au travers du GIP que François a cité, je ne sais pas, pour enclencher ce mouvement, enfin aider à motiver de ce point de vue-là pour que les projets soient réellement mis en marche et que ça soit vu le plus vite possible comme quelque chose de tout à fait incontournable. Puis une deuxième partie de ma remarque, pardon d'être si long, il y a un certain nombre de restrictions à la transmission systématique des comptes rendus dans les environnements d'hospitalisation. Je pense que ça s'applique aussi bien dans les hospitalisations privées que publiques, hein, que ce n'est pas lié au fait que le laboratoire soit en interne ou pas, mais avec le renvoi à une décision de la CME. Pourquoi il ne peut pas y avoir une règle un peu générique, une recommandation au moins, qui soient génériques et qui permettent d'éviter d'attendre que chaque CME ait statué sur la question, ce qui peut prendre un peu des délais, quoi.
Bruno, tu peux peut-être répondre sur l'aspect des comptes rendus transcrits en LOINC et puis peut-être répondre à une question qui a été posée aussi directement de l'ajout d'examen par les biologistes, qui est notre pratique courante, et les solutions qu'on a trouvées à ces deux éléments-là. Pour la transco LOINC, hein, c'est bien pour ça qu'on a exigé que, en tout cas, qu'on a mis au niveau des exigences la possibilité de faire un import-export du catalogue d'analyse transcodage LOINC, et qui vont faciliter, qui vont permettre de transcoder un catalogue, quasiment 70 à 80% du catalogue de manière automatique. Derrière, comme c'est des experts, ils permettent de faire un rapprochement assez facile des 10% qui restent. Et le biologiste, en fait, a besoin de valider le rapprochement que sur les 5% qui restent. Donc, je pense que en ayant mis un financement pour le transcodage LOINC, ce serait dommage que les laboratoires, quels qu'ils soient hospitaliers ou laboratoires de ville, s'en passent. Vraiment, je pense que alors on n'a pas eu, moi j'ai eu des démonstrations hein, de ces éditeurs. On arrive à transcoder un catalogue de laboratoire de ville en moins de 2 heures. Hein. Je pense que ce frein va être levé par le financement. Tout à fait. Il y avait une question sur l'ajout des examens, une question qui a été posée par nos collègues. On a pensé aussi à ce problème de ce qu'ils ont peur, certainement, c'est que l'ordonnance prescrite numérique arrive et que si tu as des examens… pour la demande. Voilà, tu puisses le rajouter. Ok, je n'avais pas compris. Alors, dans les cas d'usage, c'est prévu de pouvoir rajouter un examen ou supprimer un examen d'ailleurs. Hein. Dans les deux sens, ça fonctionne. En tout cas, les cas d'usage vont être instruits. Ça, il n'y a pas de souci. Et on aura de toute façon cette possibilité-là. Ok, merci Bruno. Sur la partie alimentation du DMP par les établissements de santé et décision de la CME, ça nous semblait quand même important que chaque établissement puisse se choisir, et de toute façon c'était une demande de leur part, et je ne vois pas pourquoi on l'aurait refusé, hein, puisse choisir qui est quel service qui n'alimente pas systématiquement le DMP. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié, qu'on a renvoyé ça à la CME, mais je pense que dans la plupart des cas, ils vont tous faire à peu près la même chose. En gros, l'AREA ne va pas alimenter le DMP et les autres services vont l'alimenter. Mais c'est vrai qu'on pouvait… Ouais, vas-y, Raphaël. C'était très compliqué pour nous de… Je suis un tout petit peu plus nuancé que toi sur la règle qu'on a adoptée, c'est plutôt une règle générale de… On alimente les comptes rendus de biologie médicale qui sont produits dans le cadre de l'hospitalisation au DMP. Par contre, on ne les envoie pas par messagerie sécurisée citoyenne ou par messagerie sécurisée aux professionnels. Et par contre, on laisse à l'établissement, si jamais il y a des cas documentés de services pour lesquels ce n'est vraiment pas adapté, de faire une dérogation. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt par défaut, oui. Et si jamais la commission médicale d'établissement souhaite exclure un service qui fait l'objet d'une biologie trop fréquente, notamment par exemple le service de réanimation, comme ça avait été noté, il peut le faire. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Par défaut, oui, et possibilité d'y déroger, notamment par structure. Et sinon, on est tout à fait d'accord, hein, bien évidemment, avec ce qu'a dit Dominique Pierre sur l'idée que ce qu'on dit là, ça vaut pour les établissements qui ont un plateau de biologie médicale en interne, ils sont à peu près 300 en France, que pour les établissements privés qui externalisent leur biologie à des laboratoires externes, évidemment. Il y a une question sur le transcodage sur la cible des 80%. Nous, on paye une prestation, on y reviendra tout à l'heure sur les montants, d'à peu près 3 500 € hors taxes pour le transcodage des SGL. Et après, c'est aussi en fonction de la discussion entre le laboratoire et l'éditeur de qu'est-ce que vous arrivez à faire en termes de cible. Évidemment, le mieux, c'est de pouvoir transcoder la quasi-totalité. Après, il y a évidemment souvent des cas difficiles hein, quand on arrive sur la microbio ou des cas un peu douteux, etc.
Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum du catalogue dans le cadre de cette prestation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui souhaitent être posées à l'oral? On essaiera de vraiment bien, de toute façon, relever toutes les questions qui ont été posées dans le chat pour y répondre dans les FAQ. Il y a une question sur la prescription dans les campagnes massives de prévention. Il faut qu'on instruise le sujet. Oui. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs comme pour le sujet des centres de dialyse qui avait été évoqué tout à l'heure, sur lequel je pense que, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'on soit mûr pour vous répondre là maintenant, mais notamment sur les centres de dialyse, si vous pouvez nous préciser peut-être par email ou dans le chat ultérieurement le cas d'usage auquel vous pensez, ça pourrait être très utile. Je vous propose de passer peut-être à la suite, et puis de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, on pourra les évoquer dans les séances de questions ultérieures. Donc, vous avez compris que le Ségur, l'accompagnement financier, pour accélérer, il se décompose vraiment entre deux parties très différentes. Une partie financement à l'équipement, où, si je suis très caricatural, on paye l'éditeur pour qu'il vous déploie des nouvelles versions. Et puis ça, il y aura deux vagues. Une vague déjà sur le basique, plutôt orientée compte rendu, même s'il y a des choses très intéressantes aussi un petit peu sur la consultation du DMP par le WebPS DMP, ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure. Et puis une deuxième vague qui sera plus lointaine dans le temps et qui notamment permettra d'embarquer tout ce sur quoi on aura avancé dans les ateliers sur la demande numérique d'actes de biologie médicale. Donc ça, c'est la partie financement à l'équipement. Et puis, il y a une partie qu'on verra un petit peu après, qui est sur la partie financement à l'usage. Donc, pour commencer avec le financement à l'équipement, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, donc vous avez compris que suite à la task force, on a créé une liste de spécifications de ce qu'il fallait déverrouiller dans tous les SGL de France pour sécuriser l'échange et le partage. Donc ça, heureusement, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà présentes dans certains SGL, mais parfois, il y avait un niveau hétérogène. Il y avait telle solution qui le faisait, telle solution qui ne le faisait pas. Et pas toujours d'ailleurs sur les mêmes choses. Donc, on a vraiment décidé, c'est ce qu'évoquait François tout à l'heure, d'essayer de faire cette mise à niveau pour que vraiment il n'y ait plus de difficultés et le partage puisse être systématique. Donc, on a constitué des dossiers de spécification de référencement. Pour ceux qui sont les plus intéressés, vous pourrez aller voir sur le site de l'ANS et sur la page biologie médicale du Ségur. Vous avez le détail, un fichier Excel. Ça peut faire peur parce que c'est plusieurs centaines de lignes. La raison pour laquelle il y a tellement de lignes un peu microscopiques, c'est qu'on a voulu vraiment décortiquer tous les cas d'usage pour être certain de vérifier que vraiment les solutions savaient le faire et pas donner un chèque en blanc à des éditeurs qui nous auraient dit « mais oui, vous inquiétez pas, l'INS est censé le faire », alors qu'en fait, parfois, le diable est dans les détails. Donc ça, ces dossiers de spécification de référencement, il y a des profils. Alors, en ville, généralement, vous allez assez souvent être d'ailleurs sur un profil d'identité où le SGL est maître de l'identité, ce qui est un peu différent de SGL hospitalier, en tout cas pour la majorité des cas. Donc, je ne rentre peut-être pas dans trop de détails, mais sur les profils, mais enfin, sachez qu'il y a des profils parce qu'il y a des situations où c'est parfois dommage de demander à un éditeur de développer lorsque son client n'en a pas besoin, évidemment. Donc, ce qu'il faut faire du point de vue du laboratoire, pendant cette période de référencement qui a déjà commencé, puisque les arrêtés ont été publiés le 13 août dernier, c'est que le laboratoire commence à rentrer en contact avec l'éditeur. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux peut-être reprendre cette partie pour rentrer dans un peu plus de détails et je ferai peut-être un peu plus la suite. Oui, pas de problème. Effectivement, l'idée là, c'est que vous puissiez effectivement rentrer en contact avec votre éditeur. Ça va être le point très important pour bien préparer la suite. Là, les éditeurs sont en train de développer. Ils ne vont pas tarder à rentrer dans une phase de référencement. Vous pourrez aller consulter les DSR comme l'a proposé Raphaël. Et donc, l'adresse, vous l'avez là. Il y a tous les éléments autour des documents qui ont été publiés autour de la biologie médicale. Autour de cette adresse. Et ce qu'il faut faire pour en préparation et justement du futur déploiement, se dire que vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur, savoir comment alimenter le DMP au plus vite et ainsi sécuriser la réussite de mon espace santé, y compris avec une reprise de tout ou partie du stock. Ça va être important de voir comment, à partir de ce que vous avez déjà dans votre logiciel, vous pourrez mettre en place des processus pour récupérer ce stock-là et justement le partager sur le DMP. On sait que Raphaël l'a précisé en début, il y a déjà pas mal de documents dessus. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Se poser la question avec son éditeur de savoir quand il sera référencé sur Ségur Vague 1 et justement savoir si vous pourrez, grâce à ces actions, effectivement sécuriser l'atteinte des objectifs du financement à l'usage. Donc, le fameux financement à l'usage qu'on précisera la deuxième partie, effectivement.
il y a un des éléments aussi qui peut être intéressant parce qu'on sait que ça va aller vite entre le moment où il y a le référencement et puis le début des commandes, etc. Il est tout à fait possible de déjà commencer à faire des bons de commande de prestations Ségur à 0 € qui permettent justement de garantir et anticiper le déploiement. Mais effectivement, le financement et la mise en place du déploiement se fera uniquement quand l'éditeur sera référencé. Et enfin, ce qu'on peut vous conseiller aussi, et ça a été précisé par Bruno, c'est l'importance aussi de sonder les solutions commerciales de transcodage, parce que ça aussi, ça peut être lancé assez rapidement. Il y a déjà des acteurs qui sont sur le marché pour pouvoir vous aider. On sait que ça peut demander un peu de temps, effectivement, donc si ça peut être anticipé, ce serait parfait. Nous, on a essayé de voir un peu sur les solutions des SGL qui anticipent de se référencer. On n'a pas encore vraiment toutes les informations et effectivement, on laisse aussi les acteurs y répondre. On n'a pas la capacité de vous transmettre ces informations-là, donc on vous propose, vous, plutôt de contacter votre éditeur directement, mais on sait que les DALUS, sur certaines offres, ne candidateront pas pour privilégier Exalis et Calicil notamment. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur les petites actions à prévoir en attendant, et puis on pourra effectivement en parler si vous avez des questions. Et peut-être un petit point de complément, parce que d'ailleurs, il y a un petit bug, on le corrigera avant de diffuser la présentation là, sur le deuxième bullet point. Il y a une situation où certains biologistes, notamment les cases qui sont en gris, là, dans le tableau de droite, leur éditeur leur dira désolé, nous, le produit il est plus maintenu ou on ne sera pas référencé. Donc là-dessus, il y a deux situations un peu différentes. Il y a une situation où vraiment le produit est plus maintenu, auquel cas, à un moment donné, c'est indépendamment du Ségur, c'est aussi quelque chose qui est dangereux pour vous, parce qu'un produit qui est plus mis à jour, c'est potentiellement des failles de sécurité. Et donc ça va de toutes les façons pas marcher pour vous dans le long terme. Et donc l'enjeu, c'est peut-être de voir avec cet éditeur ou avec un autre si vous désirez en changer, sachant que le marché, je pense, des systèmes de gestion de laboratoire va pas mal évoluer dans les prochains mois pour changer de AGL et faire une migration. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est vous avez un AGL que vous souhaitez garder suffisamment longtemps, et par contre, l'éditeur ne sera pas référencé Ségur Vague 1. Et donc, dans ces cas-là, vous passerez quelque part à côté du financement à l'équipement Vague 1. Alors, même si vous passez à côté, de toute façon, l'argent, il ne serait pas allé au laboratoire directement, il serait allé à l'éditeur pour financer un déploiement chez le laboratoire. Mais à minima, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler avec l'éditeur pour faire en sorte qu'il fasse au moins les évolutions qui vous seront utiles pour atteindre le financement à l'usage dont on va parler tout à l'heure. Et donc ça, c'est probablement des indicateurs simples sur l'envoi au DMP, sur la MSS et la MSS citoyenne. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est d'aborder tout de suite la partie financière de ça. Donc ça, c'est le processus. Donc ça, a priori, même si Mathieu rappelait à l'instant qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette période de référencement vis-à-vis de vos éditeurs, ça, globalement, les laboratoires, vous êtes moyennement acteurs de cette partie-là, parce que vous devez juste, entre guillemets, mettre la pression sur votre éditeur, éventuellement passer le bon de commande. Si c'est possible, en avance de phase, faire le transcodage, comme l'évoquait tout à l'heure quelqu'un dans le chat. Dans une partie des cas, c'est possible d'anticiper le transcodage. Après, si votre SGL n'est même pas en capacité d'exporter correctement votre catalogue local, ça, vous ne pourrez pas faire le transcodage avant que vous ayez la nouvelle version de SGL. Donc ça, c'est des actions que vous pouvez conduire, et d'ailleurs, on vous encourage à conduire très fortement. Mais globalement, l'acteur principal de cette phase de référencement, c'est plutôt l'éditeur, quand même. Et d'ailleurs, les éditeurs seront intéressés financièrement, donc ça va presque être l'inverse. C'est assez souvent l'éditeur qui va vous contacter en disant tiens, le Ségur, ça vous intéresse, est-ce que vous êtes d'accord pour y aller, est-ce qu'on peut planifier les opérations, etc. Ensuite, je vais vous parler de la partie financement, de cette partie équipement. Donc, financement dans cette vague 1 qui va concerner les SGL et les solutions de transcodage logique. Juste que vous l'ayez en tête, l'acteur qui va gérer les candidatures de référencement, donc référencement, ça veut dire vérifier que la liste Excel des 100 ou des centaines d'exigences pour la vague 1 sont bien conformes dans la nouvelle version du logiciel. Ça, c'est l'ANS. Et l'ANS, elle a déjà ouvert son guichet de référencement depuis quelques semaines. Il y a déjà des éditeurs qui ont commencé à déposer des preuves pour montrer que leur nouvelle version de logiciel, elle était conforme. Donc, il n'y a pas encore eu d'éditeur qui est référencé avec un tampon, etc. Mais ça va arriver probablement dans les prochaines semaines. Plus d'abord dans d'autres couloirs que la biologie médicale. En biologie médicale, on s'attend plutôt à ce que ce soit des premiers référencements au début de l'année 2022 seulement. Et ça, de toute façon, dès qu'il y a un référencement d'un éditeur, ça fait l'objet d'une publication sur le site de l'Agence du numérique en santé. Et puis, de toute façon, l'éditeur reçoit une sorte de diplôme qui certifie qu'il est
qu'il est bien référencé Ségur Vague 1. Les éditeurs ils vont aussi être en relation avec un deuxième organisme qui n'est pas l'ANS, mais qui est l'ASP, qui est une autre agence de l'État qui s'appelle l'Agence des services et de paiement, qui gère notamment la prime à la casse et un certain nombre de dispositifs comme ça, et qui, lui, va être vraiment l'agence qui va gérer les financements avec les éditeurs. Donc, on va revenir un petit peu sur le processus. Si vous étiez un éditeur, comment ça se passerait pour vous, pour que vous compreniez la manière dont ça fonctionne. Donc, le SONS, c'est le nom barbare, système ouvert et non sélectif pour décrire le mécanisme. C'est un système juridique qui permet à l'État d'acheter pour compte quelque part et d'acheter, donc, payer aux éditeurs le déploiement de nouvelles versions dans le cadre de prestations Ségur. Il y a eu un arrêté le 13 août qui a publié les documents qu'on appelle DSR et RM, qui sont en gros les documents qui définissent les spécifications techniques dont on vous a parlé là plusieurs fois, et puis un document qui s'appelle l'AF, l'appel à financement, qui décrit les barèmes financiers et les calendriers. Donc, pour vous les donner, avant de donner ces barèmes financiers, ce qui est important, c'est de bien s'entendre pour pas qu'il y ait de mauvaise entente entre un laboratoire et son éditeur. Qu'est-ce qui est couvert par la prestation Ségur? Et donc, qu'est-ce que le laboratoire va pouvoir commander à 0 € et que l'éditeur doit lui fournir parce qu'il va être payé par l'État pour le faire? Donc ça, c'est la licence d'utilisation sur le périmètre couvert par le DSR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer, alors c'est un peu subtil, on ne va pas payer, on ne se substitue pas à vous, vous restez le client de l'éditeur, mais sur le périmètre des fonctions qui sont prévues dans le DSR, on va payer la licence pendant plusieurs années. Ensuite, on va payer aussi la maintenance. C'est-à-dire que pendant ces plusieurs années, s'il y a un truc qui est cassé, par exemple, si tout d'un coup, l'alimentation au DMP, qui est quand même un des éléments phares, par exemple, elle ne marche plus, l'éditeur doit venir vous la réparer. Et ça doit être compris dans ce qu'on paye à l'éditeur au début. Donc, on lui paye une somme qui doit servir pendant un certain nombre d'années ou jusqu'à la fin de votre contrat pour à la fois avoir le droit d'utiliser ces fonctionnalités et ensuite de les réparer si jamais elles sont cassées. Ensuite, et c'est ça qui est très coûteux pour les éditeurs, parce que ce n'est pas tellement les frais de R&D, la R&D elle est mutualisée, bon, il y a du développement, il y a de la qualification, mais c'est surtout les frais d'installation. Il y a des cas particuliers, on aura l'occasion d'y revenir, mais généralement, dans chaque SGL, dans chaque CELAS, il y a une instance de SGL, et ce qui est coûteux, c'est d'aller installer une nouvelle version, d'aller configurer cette version, d'aller qualifier cette nouvelle version, et d'aller former les professionnels du laboratoire à l'utiliser. Et puis, il y a tout ça, ça se gère dans le cadre d'un projet. Donc, il faut tenir des fichiers Excel avec tel laboratoire, où est-ce que j'en suis. Je fournis au laboratoire un module de e-learning pour qu'ils comprennent les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version majeure, etc. etc. Donc, c'est tout un package complet qu'on finance à travers la prestation Ségur. Pour être aussi très clair, on ne finance pas certaines choses. Par exemple, si vous souhaitez aller acheter des boîtes aux lettres d'opérateurs MSS, nominative, applicative, organisationnelle, ça, c'est un financement qui n'est pas compris. Il y a des opérateurs spécialisés de boîtes de MSS pour ça, qui peuvent vous offrir un plus ou moins de stockage, plus ou moins de fonctionnalités. Si jamais vous décidez de migrer de logiciel, la prestation Ségur, elle est d'un montant insuffisant pour financer une migration complète de logiciel. Ça, évidemment, vous devrez mettre un peu de votre poche si, à cette occasion, vous décidez de changer complètement de solution logicielle, par exemple, parce que votre logiciel actuel n'est plus maintenu. Et si jamais vous avez une sorte de dette technologique qui fait que vous tournez sur des serveurs il y a 10 ans, que les serveurs ne sont même pas capables d'installer la nouvelle version, vous avez 4 versions de retard, etc. À un moment, on ne va pas pouvoir acheter à votre place, si vous devez racheter des serveurs ou des choses comme ça, qui sont nécessaires pour la nouvelle version, à cause d'une dette technologique de long terme. Mais quand même, on a voulu, même s'il y a des exclusions, vous l'avez compris, essayer de faire un package qui est le plus inclusif possible pour que dans la majorité des cas, le laboratoire puisse faire un bon de commande à 0 €. Voilà. Et que ce ne soit pas juste, on vous balance le code et débrouillez-vous avec ça. Et vous payez en plus pour avoir de la formation, de l'installation, de la configuration. Là, c'est vraiment une prestation qui est censée être complète. Et sur lesquelles on a vraiment, dans l'appel à financement, essayé de détailler les choses le plus finement possible pour pas qu'il y ait des conflits avec des éditeurs qui disent « Ouh là là, ça, c'est pas compris, il faut que vous nous payiez en plus ». Et le laboratoire qui dit « Attendez, moi, je pensais que c'était une prestation all inclusive, c'est pas normal que je doive payer de ma poche 10 000 €. » Donc, le montant, c'est quoi? On s'est pris la tête pendant très longtemps sur comment aller faire un système de financement. Est-ce qu'il fallait le faire sur le nombre de biologistes, le nombre de comptes rendus, le nombre de baies? Il y a eu plein d'idées, plein de scénarios, plein de possibilités. Ce qu'on a conclu, notamment en lien avec les représentants des biologistes, c'est qu'il ne fallait pas faire un système usine à gaz, voilà, trop compliqué. Et donc, on a plutôt opté pour un système simple où on fait une subvention, enfin un financement
par instance. Alors, c'est quoi une instance logicielle? C'est chaque endroit où il y a un serveur et on installe une instance de SGL qui est utilisée par un ou plusieurs sites de laboratoire de biologie médicale. Mais ça peut être une instance qui est gérée parfois par un GCS, dans le cadre d'un GHT, dans le cadre d'une CELAS, etc., etc. On va y revenir. Il y a des situations particulières où parfois plusieurs entités juridiques différentes, par exemple dans le cadre de groupes, plusieurs CELAS différentes peuvent utiliser la même instance. Quel cas, ça tombe bien, c'est plutôt positif parce qu'il y a une convergence et donc il y a une seule instance à mettre à jour. Et des cas à l'inverse où malheureusement il y a eu souvent des acquisitions de CELAS les unes avec les autres et de groupes qui ont acquis des CELAS et qui fait qu'il y a encore des systèmes d'information différents selon CELAS. Donc même parfois au sein même d'une CELAS, il peut y avoir deux instances selon les sites, deux instances différentes. Auquel cas, on financera 2 fois la migration de l'instance. Alors, ça peut être vu comme une prime à la non-convergence, quelque part. Donc, nous, on est très pour, évidemment, la convergence. Je pense que tout le monde est gagnant dans la convergence des systèmes d'information. Néanmoins, notre objectif premier dans le Ségur, ce n'est pas la convergence. Notre objectif premier, c'est de faire en sorte que 100% des comptes rendus de biologie médicale qui sont faits en France soient alimentés au DMP, soient partagés. Et donc ça, malheureusement, si quelqu'un a prévu de converger ces systèmes d'information que dans 4 ans, on ne va pas attendre ça. Donc, on va payer, y compris si 2 instances, si jamais une CELAS à 2 instances. Après, il y a aussi des questions de stratégie qui sont à la main du laboratoire. On ne force pas le laboratoire à faire son évolution. Si un laboratoire a 2 instances de SGL et qu'il en a une des 2 qui va rapatrier vers l'autre dans 6 mois, ça n'a pas de sens d'aller faire l'évolution, même si c'est entre guillemets gratuit parce que payé par la finance publique, c'est payé par le contribuable, ça n'a pas de sens d'aller faire la migration pour un truc qui va disparaître dans 6 mois. Donc évidemment, il y a toujours la question de stratégie et on ne va forcer aucun laboratoire. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un bon de commande du laboratoire pour faire cette prestation. On ne force pas les laboratoires. Donc ça, sur la partie instance, on paye une fois par instance et évidemment, on a un tarif qui est un peu différent en fonction du nombre de sites utilisateurs. Alors d'abord, on a une règle qui était de dire qu'il faut que, y compris pour un monosite, le prix, la subvention soit suffisamment attractive. Parce que ce qu'on voulait vraiment éviter, et je pense qu'on peut dire ici que les représentants des biologistes vraiment ont insisté fortement sur ce point, qui était de dire qu'il ne faut pas que les éditeurs délaissent les petits laboratoires monosites. Parce que ça, c'était trop facile de dire un petit monosite, je vais le laisser sur le côté, je vais embarquer que les grosses CELAS qui ont plein de sites ou les gros CHU, etc. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait un financement pour la première tranche, en termes de nombre de sites utilisateurs de l'instance, qui soit quand même assez important. C'est pour ça, vous voyez, c'est à peu près 30 000 €. Et après, ça monte crescendo en fonction du nombre de sites utilisateurs. Pourquoi ce paramètre variable? Parce que plus il y a de sites utilisateurs, plus ça amène de la complexité de paramétrage, plus ça amène des utilisateurs à former, etc. D'où le fait qu'il y ait des tranches. Donc là, on a essayé de faire pas trop compliqué. Donc, on a fait 5 tranches, A, B, C, D, E. Et si on paiera 27 000 € pour une instance de la tranche A et presque 50 000 € pour la tranche E. Donc ça, c'est sur la partie SGL qui est quand même la partie la plus importante et la plus dure. Ensuite, il y a la partie transcodage qui peut être fait de manière indépendante. Alors, ça revient au débat qu'on a vu tout à l'heure. Si votre SGL est déjà en capacité d'exporter votre catalogue local d'analyse, ce qui est quand même le cas pour la majorité d'entre eux, vous pouvez, avant même les opérations de nouvelle version sur votre SGL, faire le transcodage, y compris sans attendre. Parce que les référencements pour les transcodeurs Loïc, ça va être beaucoup plus rapide parce que c'est très facile à faire. Donc, on a les 5-6 sociétés là, qui se sont spécialisées sur ces sujets qui vont y aller extrêmement vite. Et le transcodage, on a décidé de payer 3 500 € par instance. Il y avait des gens qui voulaient qu'on fasse des choses proportionnelles en nombre de lignes du catalogue d'examen. On a collectivement conclu que, vu les montants et la complexité que ça pouvait générer, on faisait plutôt un système simple de dire on paye 3 500 €, ce qui était peu ou prou les tarifs pratiqués en moyenne par les sociétés de transcodage. On payait un transcodage par personne. Les 2 financements sont indépendants. Vous pouvez bénéficier du financement à l'équipement vague 1 sur le SGL sans faire le transcodage, si jamais, par exemple, vous l'avez déjà fait et que vous estimez que ce n'est pas nécessaire, ce qui est un cas relativement rare, d'après ce qu'on a compris. Ou vous pouvez, à l'inverse, par exemple, si votre éditeur n'est pas référencé sur la partie équipement vague 1 SGL, quand même bénéficier du transcodage et en profiter pour faire le transcodage de votre catalogue. Le transcodage, c'est évidemment quelque chose de très important parce que pas de transcodage égale pas de structuration de niveau 3. Et donc, ça se répercute derrière dans toute la chaîne par rapport aux usages qui peuvent en être faits. Donc, tous ces éléments, je pense que j'en ai parlé, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce qui est évident, c'est que chaque instance, on ne finance qu'une seule fois
l'évolution. On ne va pas payer 2 fois une installation parce qu'il y a une seule installation. Et deuxièmement, un site géographique, donc un laboratoire de biologie médicale accrédité, ne peut compter en tant que site, notamment pour le calcul des tranches, que pour une instance. Normalement, un site de laboratoire de biologie médicale, il utilise une seule instance de GL, il n'utilise pas plusieurs instances. Ensuite, il y a plusieurs cas. On va juste vous donner quelques exemples pour que ce soit assez visible, et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais on a un cas, par exemple, où il y a une instance avec 10 sites géographiques, donc une CELAS qui a 10 sites géographiques, qui utilise un seul SGL, ça c'est le cas le plus courant. Et bien, cette CELAS, elle va pouvoir bénéficier, alors indirectement, parce que ce sont l'éditeur qui va toucher l'argent, une prestation entre guillemets gratuite, à peu près à hauteur de 33 000 €, parce qu'elle sera dans la tranche B, et un transcodage valide de 3 500 €. Et il y a des cas, par exemple, si on est une instance commune à plus, donc si on a 2 CELAS qui utilisent la même instance, parce que par exemple elles sont dans un groupe, une holding qui a mutualisé les SI, ben là, il y aura un seul paiement, mais probablement on sera dans une tranche plus haute, parce que comme on aura 2 CELAS différentes, il y aura plus de sites géographiques, donc on sera dans une instance, dans une tranche plus élevée. Donc par exemple, il y aura un paiement de 41 000 €, plus le paiement du transcodage des catalogues à 3 500 €. Et si on est dans la situation où il y a une CELAS qui n'a pas encore convergé tous ses SI, que par exemple elle a 3 instances, alors c'est un cas un peu caricatural, je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent, mais dans ces cas-là, on va proposer après au laboratoire de vérifier si c'est bien sa stratégie et qu'il ne débranche pas une de ces instances dans 3 mois, comme j'évoquais tout à l'heure. À ce moment-là, on va payer 3 fois 45 000 € plus 3 fois 3 500 €. Sachant qu'on a des définitions évidemment d'un LBM qui sont l'arrêté de l'ARS, l'accréditation COFRAC, pour vraiment définir et se dire qu'est-ce qu'est un laboratoire entité juridique, qu'est-ce qu'est un laboratoire entité géographique. Donc ça, c'est pour les montants. Sur les calendriers, ce qui était une question posée tout à l'heure dans le chat, le calendrier, il y a le calendrier du référencement qui vous concerne un peu moins directement, qui est le calendrier de je dépose ma candidature quand je suis un éditeur à l'ANS, et à ce moment-là, j'ai tout un processus qui m'amène jusqu'au référencement à peu près 6 semaines après. Donc, il y a des preuves, il y a des échanges entre l'ANS et l'éditeur. Et vraiment, ceux qui ont déjà été voir ou qui iront voir le détail des exigences, vous verrez qu'on ne fait pas un chèque en blanc aux éditeurs sur qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas dans leur version. Il ne suffit pas de dire « oui, je suis conforme ». Ensuite, une fois que l'éditeur est référencé, il y a le processus de financement. Alors, on peut heureusement l'anticiper un tout petit peu, c'est-à-dire que pour accélérer les choses et éviter les longs effets tunnels, on a permis quelque chose qui est aux éditeurs d'amasser des bons de commande. Alors ça veut dire que les éditeurs ils vont prendre contact avec vous, ils vont vous dire, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, en tout cas je l'espère, ont déjà été contactés par votre éditeur, et l'éditeur, normalement, il devrait vous dire, et voilà le Ségur, on vous le présente, si vous n'en avez pas entendu parler, est-ce que vous êtes partant pour nous faire un bon de commande à 0 € pour la prestation au Ségur et la planifier avec nous? Nous, on pense qu'on va être référencé, par exemple, au mois de février 2022, et donc on aimerait pré-planifier les opérations de déploiement et de qualification qui sont gérées de manière commune et de formation, par exemple au mois d'avril 2022. Et à ce moment-là, l'éditeur peut vous demander, par exemple au mois de décembre, de signer le bon de commande en avance de phase sur son référencement qui n'interviendrait qu'en février. Et donc ça, qu'est-ce que ça va permettre à l'éditeur? Il va amasser quelque part une pile de bons de commande de tous ces laboratoires qui l'aura contacté, qui lui ont fait un bon de commande à 0 €. Et ce qui fait que le jour où il est référencé Ségur Vague 1, il peut arriver à l'agence des services de paiement, dire « Regardez, j'ai 100 bons de commande, donc vous me versez 100 fois 30% le financement de la prestation Ségur ». Donc ça lui permet d'avoir de la trésorerie, notamment pour financer peut-être des recrutements d'équipes supplémentaires pour faire toutes les opérations. Et ensuite, il y a évidemment la partie versement du solde, c'est-à-dire une fois que vous avez été déployé avec la nouvelle version Ségur, l'éditeur, là encore, pas de chèque en blanc, il ne va pas juste voir l'agence des services de paiement en disant « c'est bon, le laboratoire, je l'ai déployé ». Il va vous demander de signer un papier qui atteste que le service a été fait et que tout est en ordre, et donc l'agence des services de paiement peut payer l'argent à l'éditeur, le solde. Et si jamais, par contre, ces conditions ne sont pas remplies avant octobre 2022, l'éditeur devra rembourser le solde à l'agence des services des paiements. Donc, c'est vraiment à la fois quelque chose qui va permettre de réduire la paperasse pour les laboratoires, puisque les laboratoires, ils ne vont pas avoir de paperasse à gérer pour les financements. C'est l'éditeur qui gère toute la paperasse, c'est-à-dire les questions d'échange avec l'agence des services des paiements. Les seuls échanges, entre guillemets, de papier entre le laboratoire et l'éditeur, c'est il faut que le laboratoire fasse un bon de commande, et il faut que le laboratoire, à la fin, une fois que le déploiement est réalisé, atteste que le service soit fait. Donc,
ça, c'est les détails sur qu'est-ce qu'il faut fournir pour le paiement du solde. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a 2-3 petites preuves à fournir, mais globalement, ce qu'il faut surtout, évidemment, c'est la preuve du client, du laboratoire, pardon, que la prestation s'est bien passée. Donc, en synthèse, sur toute cette affaire de financement à l'équipement dont on vous a parlé, pardon, j'ai été un peu long, les financements sont versés aux éditeurs sur la base de devis 0 €, signé par vous. Si vous êtes volontaire à vous engager dans le Ségur, ce qu'on espère et ce qu'on vous encourage évidemment fortement à faire. Seules des versions référencées Ségur peuvent donner un financement. Pour que les financements soient validés, il faut faire les déploiements avant octobre 2022. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre vraiment maintenant pour la planification, 1 an avant cette échéance. Pourquoi avoir mis octobre 2022 comme deadline? C'est parce que c'est pour ça qu'on a d'ailleurs divisé le financement à l'équipement en 2 vagues. On ne peut plus gérer des projets qui durent 3 ans, dans lesquels ça crée de l'incertitude, il y a un mouvement très lent, etc. Donc, on veut vraiment des actions un peu flash. Alors, on n'est pas allé jusqu'à des actions aussi flash que le déploiement de CIDEP, dont on dit parfois qu'il s'est fait en 3 semaines en termes de connecteurs, mais on se donne une durée qui est limitée dans le temps, qui est d'1 an. Sachant que les éditeurs, ils n'ont pas entendu hier soir parler du Ségur. Ça fait depuis la fin de l'année dernière qu'on commence à leur donner un petit peu des détails sur ce qu'il y aura dans les versions qu'ils vont devoir déployer. Les structures restent maîtres du choix de leur éditeur. Si vous voulez changer d'éditeur, vous pouvez. Et un éditeur peut répondre à un ou plusieurs DSR. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont impliqués d'ailleurs dans plusieurs task force, à la fois la biologie médicale, mais également les laboratoires. Vous pouvez cumuler les 2 forfaits SGL Loink. Vous pouvez les conduire de manière indépendante, sauf dans le cas où vous ne pouvez même pas exporter votre catalogue local aujourd'hui du SGL. Quel cas, évidemment, là, c'est compliqué de faire le transcodage Loink si vous ne pouvez pas exporter votre catalogue aujourd'hui. Les commandes, elles peuvent être anticipées par rapport au référencement, ce qui vous permettra à vos éditeurs de toucher de l'argent plus vite que l'avance, les 30%. Et ça, normalement, les éditeurs vont vous le demander, mais ça vous explique pourquoi les éditeurs vont vous demander ça. Et surtout, c'est ça qui est un point très important, et ça avait été aussi une vigilance très forte des représentants des biologistes, pas de chèque en blanc, c'est-à-dire que le feu vert de la structure est nécessaire pour toucher l'argent pour l'éditeur. Donc voilà, on a tenté de vous expliquer, j'espère que ce n'était pas trop confus, le processus. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions à l'oral. J'ai vu que Bruno avait commencé à répondre à certaines questions dans le chat. Alors, je suis désolé, je prends la dernière question qui arrive dans l'ordre chronologique. Peut-être qu'il y avait des questions qui étaient non répondues au-dessus. Je me permets de reprendre la question de Mme Molgatini qui demande si la MSS pour les patients, ce sera donc en octobre 2022 au plus tard ou plus tôt. Peut-être pour rembobiner, je vais vous partager juste après, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, un lien qui donne la démonstration de Mon Espace Santé pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous savez que Mon Espace Santé, qui est une sorte de grande version 2 du DMP, qui, au-delà des documents, inclut un profil médical, un agenda, une liste sécurisée et surtout la grande… Pardon, bonjour. Donc, Mon Espace Santé, je vais vous envoyer une petite vidéo de démonstration. Et mon Espace Santé, pardon, il y a quelques micros, je ne sais pas si on peut couper tous les micros, voilà. Notamment Bruno, je crois que ton micro est encore ouvert, si ça ne te dérange pas de le fermer. Ou si quelqu'un peut fermer le micro de Bruno. Donc, Mon Espace Santé sort, sort dans les 3 départements pilotes là, en ce moment. Et Mon Espace Santé va être lancé au tout début de l'année 2022, France entière. Donc ça va être très important parce que ça va être l'opt-out du DMP. Donc, on va passer de 10 millions de DMP ouverts à probablement entre 60 et 70 millions de DMP ouverts. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, dans le DMP, il y a une grande innovation qui est la fameuse messagerie citoyenne, sur lesquelles vous allez pouvoir envoyer automatiquement et systématiquement votre compte-rendu de biologie médicale quand il n'y a pas d'enjeu de consultation d'annonce, etc., pour lesquels il est prévu de ne pas l'envoyer avec des notions de masquage, etc. Mais vous pourrez envoyer le compte-rendu au patient via ce canal-là. Ce qui permettra d'ailleurs, et ce qui posera la question un peu de les serveurs de résultats dans cette situation, est-ce qu'ils apportent toujours une valeur complémentaire, etc., etc. Mais en tout cas, ça va être disponible. Vous pourrez commencer à envoyer des messages patients de manière sécurisée, c'est-à-dire plus sur les Gmail, etc., mais vraiment avec le système de MSS, sur le principe que c'est l'envoi à matriculeins@patient.mssanté.fr. Ça, si vous avez des boîtes MSS, vous pourrez commencer à envoyer des messages manuellement, entre guillemets, à partir de janvier, quoi, enfin, on est déjà en train de faire des tests là, dans les départements pilotes, et ça marche. Concrètement, l'établissement peut écrire un message par MSS citoyenne à un patient qui le reçoit dans son espace numérique de santé. Après, ça va rester du manuel tant que votre logiciel n'est pas en capacité d'envoyer automatiquement, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vous amuser à faire l'opération manuellement pour chaque dossier. Enfin, si vous le souhaitez le faire, évidemment, vous pouvez, mais ça va être un peu chronophage. Donc, l'enjeu, ça va être d'automatiser la chaîne. Et ça, cette automatisation, vous pourrez l'avoir au moment du déploiement de la prestation SégurVac 1, parce qu'avec la prestation des SégurVac 1, votre logiciel vous permettra de le faire automatiquement et systématiquement. Donc, la MSS pour les patients, ça ne sera pas en
octobre 2022. Ça commencera dès janvier, dès le début de l'année 2022, et ça commencera surtout pour vous de manière automatisée quand vous déploierez votre nouvelle version de SGL. Ensuite, un éditeur peut-il refuser de mettre à jour un client à 0 € ? Non, il ne peut pas refuser si la prestation est juste la prestation qui est prévue dans le cadre de l'appel à financement publié par arrêté le 13 août, qui est la slide dont je vous ai fait résumer tout à l'heure sur la slide. Par contre, si jamais vous avez à acheter une boîte aux lettres MSS parce que vous n'en avez pas, si jamais vous avez une dette technologique qui fait que vous devez absolument racheter un serveur parce que vous n'avez plus d'espace pour stocker les données sur votre serveur, ça, l'éditeur il peut dire mais moi je peux vous mettre la version, mais technologiquement vous êtes obligé de payer en plus un serveur parce que sinon vous avez une installation trop vieillissante. Donc, dans le cas très général, l'éditeur il va avancer sur un devis à 0 €. Il y a des cas particuliers où vous demandera des prestations complémentaires si jamais elles ne sont pas prévues dans la prestation Ségur, et soit que vous en avez envie, soit que vous en avez absolument besoin. Après, les éditeurs, ils sont aussi intéressés dans le sens où ils veulent aboutir à, je ne sais pas si on doit appeler ça un deal avec vous, mais ils savent très bien que si vous dites bah non, ce n'est pas 0 €, c'est en fait on va vous demander 30 000 € en plus de ce que va nous payer l'État de votre poche, ils savent qu'il y a des situations où en fait, vous allez refuser. Vous allez dire bah non, dans ces conditions, moi je ne commande pas, la commande à 0 € et puis basta. Donc, comme les éditeurs, ils sont aussi intéressés par le fait qu'on va leur payer le forfait qui va être de 30 000, 40 000, 50 000 selon les cas, très probablement, ils vont jouer le jeu du bon de commande à 0 €. Nous, on a beaucoup insisté là-dessus avec les éditeurs, donc très probablement, vous aurez, en tout cas, je l'espère, pas trop de difficultés là-dessus. Ensuite, là, il y a une question de Laurent Daven sur la capacité des éditeurs à couvrir l'ensemble de leurs clients d'ici l'échéance d'octobre. Alors ça, évidemment, depuis le début de l'année, on présensibilise les éditeurs de SGL sur ça. Donc, on leur dit, il faut que vous recrutez. On leur a dit assez tôt quelles étaient les perspectives financières du système. Et donc, eux, ça leur permet de recruter des équipes projets qui permettent de faire face au surplus de travail que ça va représenter, notamment avec des déploiements simultanés. Et donc, ils sont beaucoup à avoir recruté des équipes projets dédiées ou se faire accompagner d'équipes de consultants dédiés pour pouvoir assumer ça. Après, il y a certains éditeurs qui vont aussi jouer un jeu en disant, ben voilà, moi par exemple, j'ai 80, il y a un éditeur encore récemment qui me disait, je vais changer de chiffre pour que l'éditeur ne se reconnaisse pas s'il nous entend, j'ai 140 clients laboratoires, et il me dit, ben voilà, moi je ne vais pas arriver à le gérer en termes de cadencement, donc je fais un peu un appel à mes 140 clients et je vais regarder ceux qui sont les plus motivés et ceux qui sont prêts à s'engager sur le fait de libérer du temps, parce qu'il faut aussi un petit peu de temps laboratoire pour les opérations de déploiement en avril ou en mai 2022. Et donc, je vais privilégier soit ceux qui demandent les premiers, soit ceux qui sont les plus matures, soit les plus volontaires. Donc, malheureusement, certains éditeurs feront probablement des arbitrages en ce sens-là. Mais la majorité des éditeurs, ils veulent s'assurer de leur financement le plus large possible sur leur parc de clients actuels. Et donc, ils vont essayer de déployer l'ensemble de leurs clients. C'est d'ailleurs pour ça, je ne rentre pas dans les détails, je ne cite pas de nom, mais vous saurez probablement à qui je fais référence. Il y a des éditeurs qui ont des enjeux de migration de certains produits vers d'autres produits. Ils ont pris leur disposition pour essayer de faire migrer la majorité des laboratoires concernés vers les produits qui seront référencés Ségur dans les temps avant octobre. Alors, est-ce la fin à terme de bioserveur ApiCrypt pour la transmission des résultats aux médecins? Je ne me prononce pas sur le bioserveur qui est un produit commercial. En tout cas, sur ApiCrypt, vous savez qu'il y a ApiCrypt V1 versus ApiCrypt V2 qui est dans l'espace de confiance MS Santé. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ApiCrypt V1, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 70% des labos qui ont une balle MSS et à peu près 50% des professionnels libéraux qui ont une balle MSS. En tout cas, on a des réflexions pour sortir ApiCrypt V1 du forfait structure pour les médecins de ville. Et en tout cas, la cible, et je pense que c'est vraiment partagé avec l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment d'aller sur la transmission par messagerie sécurisée de santé, quel que soit l'opérateur, l'opérateur pouvant être ApiCrypt V2, mais d'arrêter la transmission assez rapidement vers ApiCrypt. De la même manière que le H', qui est aujourd'hui très déployé, il y a eu un consensus un peu général sur les sujets d'interop pour dire qu'on va vers la sortie du H'. Alors, il y a beaucoup d'existants, donc ça va être une trajectoire. Mais donc, on va vers la fin de ApiCrypt V1 et la fin du H' en biologie médicale. Et d'ailleurs, c'était la question qui vient de se poser par Madame Duterme sur faut-il prévoir de supprimer tous nos liens H'? Alors, le DSR vague 1, il demande aux éditeurs d'être au rendez-vous de certains éléments. Donc pour faire l'objet des financements, il faut être assez au rendez-vous. Il y a plusieurs éléments sur l'interop qui seront plutôt de la vague 2. Donc, on imposera plus tard, mais sur lequel on a donné de la visibilité à l'ensemble de l'écosystème. Et je pense qu'il y a vraiment un consensus. Vraiment, on a eu beaucoup de réunions avec Interop Santé, l'ensemble des éditeurs, où on s'est tous mis d'accord sur le fait que H' était un format qui était vieillissant,
qui avaient beaucoup de limitations et sur lesquels il fallait ensemble qu'on construise une trajectoire. Après, il y a beaucoup de liens. Alors, il y a certains qui disent que c'était peut-être spaghetti entre les laboratoires de première intention, les laboratoires sous-traitants, les cliniques et qui ont des liens pour externaliser leur biologie à des laboratoires privés. Il y a beaucoup de liaisons en H'. Donc, on ne va pas déconstruire le système du jour au lendemain. En revanche, dans la trajectoire, c'est-à-dire au moment où on fait des mises à jour, au moment où on fait de la modernisation, au moment où on crée des nouveaux flux, on va vraiment s'orienter plus vers des liens HL7. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va imposer en vague 2, que les éditeurs savent bien gérer ces éléments. Donc voilà un petit peu, peut-être une réponse en tout cas aux questions que j'ai vues passer dans le chat. Je ne sais pas si certaines autres personnes veulent faire des commentaires ou réagir dans le. Je reviens de 30 secondes sur 2 points quand même qui sont des évolutions très fortes des pratiques. Normalement, dès que vous avez la nouvelle version du Ségur, vous pourrez, à travers l'outil qu'on appelle le WebPS DMP, accéder à la consultation du DMP. Et donc ça, c'est très important parce que dans beaucoup de cas, vous voudrez peut-être adapter la prescription ou avoir de l'aide sur l'interprétation ou avoir du contexte. C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant pour vous. Et donc ça passera par ProSanté Connect. Donc ce ne sera pas que la CPX. Vous pourrez aussi vous connecter en ICPS, entre guillemets. Donc ça, c'est un changement important. Et le deuxième changement très important, c'est vraiment cette messagerie citoyenne. C'est-à-dire la capacité d'échanger avec le patient de manière sécurisée plutôt que de devoir échanger sur un Gmail, etc. C'est vraiment quelque chose de très important. Et cette mise à disposition de résultats par MSS citoyenne, c'est vraiment quelque chose qui est très attendu et sur lequel on compte vraiment sur vous. Je vous enverrai le petit lien de démonstration pour ceux qui n'habitent pas encore des départements pilotes. Vous puissiez voir à quoi ça ressemble déjà les premières expériences utilisateurs de Mon Espace Santé, qui aura justement cette messagerie citoyenne. Et puis effectivement, la question de à quand la vague 2, on est en train de travailler dessus, c'est pour ça qu'on a fait un appel à volontaires sur la partie dématérialisation de la demande, qui est un des sujets prioritaires. Probablement, alors on a eu un arrêté vague 1 en août, il y a un mois là, donc en août 2021. On a un calendrier prévisionnel qui est de publier l'arrêté de la vague 2 en août 2022. Et donc avec à peu près un calendrier équivalent, c'est-à-dire un déploiement d'ici octobre 2023, donc pour la vague 2. Il n'est pas encore impossible qu'on prenne un petit peu de retard sur ce calendrier, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que la vague 2 ne soit pas à la Saint-Guerlain. Voilà. Il y a une question sur l'EFS. Je ne sais pas si Bruno, tu as plus participé aux échanges. On a eu des échanges nombreux avec l'EFS. Si tu peux ou si tu veux répondre à cette question. Sinon, on vous répondra peut-être en offline. Peut-être, en tout cas, en attendant peut-être l'éventuelle réponse de moi. J'avais du mal à activer mon micro. Oui, là, il y a des échanges en train de se faire avec l'EFS. Et l'objectif, c'est de transformer toutes les liaisons ERA. Alors là, il y a un petit sujet qu'on doit instruire, à savoir si on utilise un flux HL7 ou la MSS, mais le flux ERA va être transformé très rapidement. OK. Et en tout cas, il avait été question à un moment de faire un format propriétaire. Et donc ça, à un moment, on s'est donné un cadre d'interop et il faut que tout le monde suive le même cadre d'interop. Donc vraiment, HL7 ou MSS, c'est vraiment très important. Ensuite, sur la vague 2, contactez. Si vous êtes candidat pour nous aider sur la vague 2, notamment sur la partie prescription, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai mis mon adresse plus haut, mais je peux vous la remettre une nouvelle fois dans le chat. Je vous remettrai donc le lien vers la démonstration de l'espace numérique de santé pour que vous puissiez voir ça. Et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires, parce que ça va être un sacré changement des pratiques, de pouvoir avoir un échange par MSS, non pas seulement qu'avec les professionnels, mais aussi potentiellement avec les patients. Et ce que je vous propose, c'est peut-être en quelques minutes de vous parler donc, du financement à l'usage. Donc, le financement à l'usage, on ne peut pas forcément vous en dire grand-chose aujourd'hui, mais on va vous dire pourquoi on ne peut pas vous en dire grand-chose. Alors d'abord, je commence par le point qui est en bas de la slide. Vous saviez que il y avait la signature d'un accord conventionnel par un certain nombre d'organisations représentatives des biologistes qui avaient constitué ce qu'on appelle l'avenant 10, qui était la capacité d'avoir une aide sur la partie DMP pour un logiciel qui a la DMP compatibilité en deux vagues, 50% sur la justificative vous aviez une version DMP compatible et 50% sur le fait que vous aviez commencé à alimenter un certain nombre de DMP.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, on a donc en stock 3,4 millions de comptes rendus biologiques qui ont été alimentés au DMP dans les 10 millions de DMP qui sont ouverts. Il faut toujours faire un potentiel un peu x7 pour prendre en compte l'opt-out, parce que 10 millions, 70 millions. Donc, on aurait eu, s'il y avait eu déjà un opt-out du DMP, peut-être de l'ordre de grandeur d'une grosse vingtaine de millions de comptes rendus biologiques qui étaient en stock dans le DMP, avec donc des forfaits que vous voyez à l'écran, dont vous voyez au passage qui sont plus petits que typiquement les forfaits de l'aide à l'équipement sur la vague 1. Donc, c'est aussi un nouveau témoignage du fait que là, on a un investissement vraiment exceptionnel dans le cadre du Ségur. Et puis, dans le cadre du Ségur, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un financement à l'équipement en 2 vagues, là, ce qu'on a évoqué, ce dont on a parlé pendant un certain temps. Et puis, il y a le financement à l'usage. Et donc, le financement à l'usage, c'est un financement qui est aux acteurs pour les inciter. Alors, notre enjeu, c'est aussi que les acteurs, ils y voient leur propre intérêt. C'est-à-dire qu'ils disent c'est très important pour le patient, c'est très important parce que ça peut nous faire gagner du temps, c'est très important qu'on puisse consulter le DMP dans notre pratique professionnelle, ça va peut-être nous empêcher de devoir utiliser des serveurs de résultats, cette affaire de messagerie citoyenne, c'est intéressant. Il faut d'abord que vous y alliez parce que vous trouvez votre intérêt. Vous ne serez peut-être pas tous sensibles exactement aux mêmes fonctionnalités en fonction de vos situations respectives, mais la première motivation des acteurs, c'est la prise en charge. C'est leur job, c'est pour faire les choses bien. Après, l'incitation financière, elle vient en plus, mais elle nous semble quand même importante. Et donc ça, il y a l'idée de financer les acteurs s'ils atteignent certains niveaux sur le numérique. En disant, le numérique, finalement, ça fait partie intégrante du travail de professionnels de santé. Ce n'est pas des machines à produire des documents, mais le numérique, c'est un élément essentiel du parcours de santé, notamment pour la coordination des soins, aussi pour le patient lui-même, pour qu'il puisse avoir son propre historique. Et donc, c'est un élément qui doit faire l'objet d'une rémunération. Voilà. Donc, ça c'est vraiment le principe. Et se dire aujourd'hui qu'on consacre au moins quelques pourcentages de la valeur dans la santé au numérique en santé, c'est quelque chose qui n'est pas absurde, voire très souhaitable. Alors, évidemment, on est subjectif, parce que quand on travaille à la délégation numérique en santé, on ne peut que souhaiter ça. Mais on est toujours un peu sceptique par rapport à la faible proportion du budget d'un établissement, d'une structure consacrée au SI. Donc, on aimerait tous que ce financement puisse augmenter. Et donc, une partie de la solution à ça, c'est aussi de flécher certains financements sur ces actions numériques. Et donc, ça, le principe, c'est de dire on va vous financer si vous… alors, il y a 2 modèles. C'est soit on vous finance à chaque fois que vous faites une action numérique. Donc ça, c'est un petit peu, vous connaissez peut-être le forfait administratif de saisie dans les données dans SI-DEP, c'est presque une sorte d'équivalent. Vous connaissez le forfait post-analytique ou ce type de choses. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois qu'on enverrait un document dans le DMP ou à chaque fois qu'on partagerait un document par MSS citoyenne et par MSS, on touche, alors, est-ce que c'est quelques centimes, quelques dizaines de centimes, quelques euros. Après, il y a des questions d'équilibre et de grande masse qui sont évidemment importantes. On touche une rémunération quand on fait ça. Ça, c'est un premier modèle qui est possible. Il y a un deuxième modèle qui est plus au résultat. Et donc, ça, c'est si les biologistes atteignent, par exemple, sur une année, un seuil. Par exemple, ça peut être l'idée que 70% de leurs comptes rendus qu'ils ont produits dans l'année étaient alimentés au DMP avec l'INS qualifié à l'intérieur, par exemple. Eh bien, ça déclenche à ce moment-là un paiement forfaitaire dans ce cadre-là. Ça se rapproche plus de mécaniques un peu du type forfait structure, telles qu'elles peuvent exister pour certains professionnels de vie. Donc ça, le mécanisme a été plié, c'est beaucoup dire, mais a été là, quasiment bouclé pour la partie hospitalière. Donc c'est un mécanisme, un financement qui s'appelle SUN-ES. SUN, ça veut dire Ségur Usage Numérique, et ES, c'est parce que c'est pour les établissements sanitaires. Donc ça, il y a tout un mécanisme qui, en gros, pour vous le résumer en une phrase, c'est si jamais vous avez atteint X% de compte rendu de biologie envoyé au DMP avec l'INS, vous pouvez candidater pour toucher ce financement. Et il y a un mécanisme un peu d'incitation qui est de dire si vous l'atteignez très vite, ce niveau, vous touchez plus d'argent que si vous l'atteignez dans 2 ans. Donc ça, c'est un mécanisme qui est maintenant cadré, qui est budgété à l'euro près, etc. Et sur lesquels on a plutôt une mécanique de déploiement. Et d'ailleurs, il y a certains hôpitaux qui ne pourront pas, pour des raisons X ou Y, déployer les versions Ségur vague 1 dans les temps, mais qui jouent quand même l'idée d'aller chercher ce financement en juin ou en juillet 2020. Et pour la partie ville, on a déjà eu plusieurs échanges avec la CNAM, les représentants des biologistes et nous, entre guillemets, la task force numérique, pour essayer de se dire quelles seraient les bonnes idées qu'on pourrait avoir sur un financement numérique dans le cadre des
négociations conventionnelles. Donc, il y a des pistes qui ont été posées sur la table. Il y a des arguments, on n'était pas tous toujours d'accord, notamment, moi, je suis particulièrement attentif au fait que ce ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, voilà, en 2022, il peut y avoir un bonus si vous atteignez certaines cibles, mais que ça puisse peut-être être quelque chose qui soit pérennisé dans le temps. Alors, parfois, le pérenniser dans le temps veut aussi dire que, comme nous, dans ces cas du Ségur numérique, on n'a que des investissements. On n'a pas des financements récurrents, qu'il faut aller chercher cet argent, entre guillemets, quelque part, et donc parfois faire de la fongivité entre enveloppes. Mais en tout cas, ça nous semble extrêmement important. Et ça, ce sera l'occasion d'un sujet, probablement d'un des sujets prioritaires de discussion dans le cadre des négociations qui s'ouvriront sous le contrôle de François et des autres représentants des biologistes qui sont présents à la fin du premier trimestre 2022. Et donc ça, on devrait avoir de la visibilité malheureusement sur ce financement à l'usage que probablement au deuxième trimestre 2022. Et en tout cas, il est prévu. La question, c'est plutôt les détails dans les négociations de exactement quel type de mécanisme, quel type de montant. C'est tout ça qui va discuter, mais ça peut être discuté que dans le cadre de négociations conventionnelles. À un moment, on ne peut pas complètement s'abstraire des modalités de tarification telles qu'elles existent, c'est-à-dire un système pour l'hôpital, un système pour la ville. Mais vous avez compris la logique, et ça tournera probablement autour de l'envoi du compte rendu de biologie au DMP avec INS qualifié, l'envoi par messagerie citoyenne, l'envoi par MSS. Donc, si vous voulez, en avance de phase, quel que soit le mécanisme retenu, un peu anticipé pour être certain que vous êtes au rendez-vous de ces éléments-là, il n'y a pas 150 choses à faire. La direction, vous la connaissez un petit peu à l'avance. Je ne sais pas si François ou d'autres veulent compléter sur. Non, tu as raison, tout à fait. C'est une sorte d'incitation quand même à pouvoir pérenniser le système et que ça soit récurrent. Ça sera négocié, tout le monde le sait, dans le cadre du nouvel accord qui va intervenir évidemment en cours de fin d'année 2022 pour les années 23, 24, 25. Puisqu'on signe pour 3 ans, donc c'est déjà automatiquement dans ton esprit, et c'est ce qui sera le cas, une pérennisation au minimum pour 3 ans, et après qui se poursuivra. Donc c'est évidemment dans ce cadre de ces négociations, tu as tout fait raison. Il faut dire aussi quand même peut-être un chiffre que on peut communiquer aussi, c'est qu'on fait quand même 130 millions de FSE par an, notre secteur d'activité. Donc voilà, ça représente quand même des sommes assez importantes qu'on va mettre sur la table pour évidemment que le système puisse être pérenne et atteigne un maximum assez rapidement. Peut-être avant d'autres questions sur la partie financement à l'usage, je voulais rebondir sur une question extrêmement importante sur la partie d'avant qui a été posée dans le chat par Sébastien Fabre de Unibio et puis de M. Perroy à Nice. C'est les cabinets et les cabinets médicaux qui reçoivent les comptes rendus. Alors ça, c'est un point super important parce qu'évidemment, rien ne sert d'envoyer si ça ne reçoit pas à l'autre bout du fil. Que ce soit par le canal un peu central, c'est-à-dire j'envoie dans le DMP, puis après je vais piocher quand je suis un correspondant dans le DMP parce que c'est un document d'intérêt pour moi, ou que ce soit par le canal plus direct de j'envoie par la messagerie sécurisée professionnelle. Donc ça, toute l'approche qu'on a là sur le couloir biologie médicale, c'est-à-dire le financement à l'équipement des SGL et du transcodage loïc, il y a exactement l'équivalent sur un certain nombre d'autres logiciels. Et notamment dans le couloir médecine de ville, les logiciels de gestion de cabinet vont faire l'objet de exactement la même chose dans des calendriers exactement pas identiques. C'est-à-dire d'ici octobre 2022, les logiciels de gestion de cabinet, je ne veux pas citer CompuGroup, CGDIM, Doctolib et j'en passe et d'autres, vont évoluer pour être conformes au DSR logiciel de cabinet. Et ceux qui auront la curiosité d'aller voir le détail des spécifications fonctionnelles pour les logiciels de cabinet qui sont détaillés dans le DSR de logiciel de Villevague 1, verront qu'il y a toute une partie sur laquelle on a beaucoup insisté, et ça nous a pris plusieurs réunions d'échanges avec les médecins de ville, avec ceux qui géraient la task force médecine de ville, pour que le logiciel de gestion de cabinet il soit en mesure de bien récupérer les données. C'est-à-dire que le compte rendu de biologie médicale envoyé en CDR2N3 ainsi qu'en PDF pour les modes dégradés par MSS doit être bien géré par le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire bien géré? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour vous donner juste une petite idée, ça veut dire par exemple sur la base de l'INS qui est dans le compte rendu de biologie médicale, que ça se range automatiquement dans le bon dossier du bon patient dans le logiciel de gestion de cabinet. Ça, c'est la fonctionnalité presque basico-basique. Notre fonctionnalité, c'est que ça apparaisse dans une liste de travail de messages qui sont arrivés pour les mettre en évidence, évidemment, pour le médecin de ville. Et puis, que ça puisse donner peut-être des alertes particulières sur, par exemple, quand il y a un résultat qui est en écart à la norme ou un résultat dont le biologiste a voulu faire passer l'idée qu'il avait potentiellement un caractère pathologique, ce qui est une des fonctionnalités prévues dans le CDA.
Donc vraiment, les logiciels de gestion de cabinet, ils vont évoluer, au moins sur la partie gestion du compte-rendu. Les aspects prescription d'actes de biologie, ça c'est une autre histoire, et ce sera plutôt géré sur la partie vague 2, en lien probablement avec le projet e-prescription unifié. Mais en tout cas, vraiment, ça c'est un point extrêmement important auquel on a veillé. Et puis les financements sont là aussi en rendez-vous sur la partie médecine de ville, il n'y a pas qu'en biologie. Donc très probablement, on aura, et je l'espère vraiment, beaucoup de médecins de ville qui verront leur logiciel d'ici octobre 2022 évoluer. Et ça inclut aussi les questions d'unité, les questions de l'OINC, etc. Mais ça, vous pourrez aller voir le détail dans le DSR, logiciel gestion de cabinet, si ça vous intéresse. En tout cas, il n'y aura plus ce qu'il y a eu un moment en disant vous me dites que vous m'envoyez en MSS. D'abord, je n'ai pas de boîte MSS médecin de ville. Et deuxièmement, OK, j'ai une boîte MSS, mais en fait, votre CDA, là, moi, je ne sais pas le lire, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux que vous reveniez au H', à Picrypt, etc. Ensuite, il y a une question sur est-ce que la réunion est enregistrée? Oui, donc vous pourrez la retrouver sur le site de l'ANS. Je laisse peut-être Élodie, notamment, vous préciser. On met le lien dans le chat. On va vous donner le lien sur le site de l'ANS. Vous avez un onglet qui s'appelle Ségur numérique, et en fait, vous retrouvez les 6 couloirs. C'est-à-dire vous retrouvez biologie médicale, médecine de ville, hôpital, radiologie, médico-social, etc. Et à l'intérieur, vous trouvez la liste des DSR correspondant aux différents logiciels. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir vraiment le détail de la vague 1, vous pourrez le trouver à cet endroit-là. Par contre, le détail de la vague 2, là, on vous l'a partagé dans les slides, mais pour l'instant, on n'a pas encore de document officiel qui formalise le contenu de la vague 2, puisque justement, c'est en cours de travail. Et évidemment, ces pages-là, elles diront au fur et à mesure des référencements si tel et tel logiciel est référencé. Mais le mieux, c'est surtout que vous contactiez votre éditeur pour vous dire « OK, on a compris qu'il y avait… » En gros, pour la faire simple, moi, je pense que les éditeurs de l'OINC seront référencés là, octobre-novembre, c'est relativement facile. Par contre, les premiers éditeurs d'AGL ne seront référencés que début 2022, pas avant. Voilà. Donc, le mieux, c'est vraiment, si vous voulez anticiper les choses, de prendre contact avec votre éditeur pour planifier les opérations, quand est-ce que vous passez le bon de commande, quand est-ce que vous prévoyez le déploiement, et vérifier que votre éditeur soit bien référencé. Oui, et encore une fois, s'il n'est pas référencé, est-ce qu'il y a une migration qui est prévue vers un autre logiciel, ou est-ce qu'à minima, il peut vous livrer les évolutions qui vous permettront d'être au rendez-vous du financement à l'usage. Et au-delà des financements, il y a l'enjeu juste de participer à l'aventure collective du numérique en santé et de faire en sorte que depuis votre laboratoire comme depuis d'autres, le patient reçoive dans sa messagerie citoyenne de santé sur son espace numérique de santé son compte rendu bio. Je ne sais pas si Bruno, tu veux parler des CR partiels, des résultats partiels, qui est une des questions qui est posée par un… J'ai pas vu la question. Pardon, la question, c'est l'envoi au format CDA ne se fait actuellement que pour des CR complets. Est-ce qu'on peut ça y est, je viens d'avoir, oui. Alors, moi, je peux donner ma compréhension. Ma compréhension, c'est qu'en fait, c'est le biologiste qui décide s'il est pertinent à un moment donné de déstocker, entre guillemets, des résultats partiels. Peut-être parce qu'il y a un premier lot de résultats qui est intéressant d'envoyer aux patients et d'envoyer aux professionnels correspondants. À ce moment-là, il peut décider de constituer un CR bio qui ne contient que des CR partiels, que des résultats partiels. Et à ce moment-là, évidemment, il enverra donc un deuxième CR bio une fois que les résultats seront complets. Donc oui, c'est possible. Et ce n'est pas impossible du tout d'envoyer un CDA avec des résultats partiels. Mais ça, c'est le biologiste qui décide si c'est pertinent ou pas. En revanche, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est de dire le compte-rendu de bio, c'est une vision de l'envoi des résultats qui est un peu asynchrone, c'est-à-dire qui n'est pas en temps réel. Il y a quand même beaucoup de cas d'usage sur lesquels, par exemple, lorsqu'un service clinique commande de la bio, demande de la bio à l'intérieur d'un hôpital, il y a besoin de retour de résultats au fil de l'eau. Par exemple, pour un patient en réa ou ce type de choses. On ne va pas s'amuser à faire un compte-rendu à chaque fois qu'il y a un nouveau résultat qui arrive. Et donc ça, il y a vraiment une complémentarité entre le compte-rendu de biologie médicale, qui est une sorte de document plutôt porté, je sais pas, moyen-long terme, on va dire ça comme ça, de situation où, en plus de ça, il faut mettre en place un flux. Alors, un flux qui sera, donc vous l'avez compris, de moins en moins en H' et de plus en plus en HL7. Mais ce flux, il y a à la fois de demandes et à la fois de résultats. Il y a quand même un certain nombre de cas d'usage où il y a besoin de ce flux et que le compte-rendu bio ne suffit pas. Je ne sais pas si Bruno, tu veux compléter ou si tu n'as pas fait trop. Tu as parfaitement complété. Après, c'est libre choix au laboratoire de transmettre ou pas les partiels.
au format CDA, là, notamment si il veut mettre en place lui aussi un serveur de résultats ou s'il veut alimenter le DMP avec le CR incomplet. Là, il n'y a pas de règles et c'est vraiment dépendant du besoin du laboratoire. Voilà, donc c'est notre transmission. Et pour répondre à monsieur ou madame Méheux, je ne sais pas s'il y a un lien de parenté avec la personne qui travaille chez FAST, qui est justement une des sociétés de transcodage, mais en tout cas, c'est normal que sur le site de l'ANS, vous ne trouviez pas de logiciels référencés, puisque ce que je vous expliquais, c'est que le processus de référencement ne vient que d'ouvrir, donc les premiers éditeurs ont candidaté, mais il n'y en a encore aucun qui est référencé. Et par ailleurs, en biologie, il n'y aura probablement aucun éditeur de SGL référencé avant le début 2022. Donc, la liste, vous la verrez au fur et à mesure des référencements, mais je pense que c'est quand même intéressant que vous vous rapprochiez de votre éditeur pour savoir quels sont ces plannings. Et effectivement, notre objectif est un petit peu la dématérialisation, la fin des éditions papier pour les établissements de santé, les médecins, voire les patients. Le fait qu'il y ait la messagerie santé citoyenne, avec notamment la capacité d'avoir des accusés de réception, vous permettra de faire en sorte, dans certains cas, de ne pas imprimer les papiers. C'est vraiment ça vers lequel on est. Ça arrivera probablement plus vite sur la partie compte-rendu que sur la partie demande, où avant qu'on fasse complètement disparaître l'ordonnance, notamment dans le cas d'usage où c'est le médecin de ville qui fait une ordonnance pour une bio à un patient, ça c'est probablement un peu plus lointain. Mais en tout cas, on veut vraiment participer à la dématérialisation. Et ce n'est pas que la dématérialisation pour le principe de l'écologie, etc. C'est aussi parce que tout le papier amène de l'erreur. Parfois, quand une ordonnance avec des actes, parfois la ressaisie des actes dans la JL, on en oublie un ou des choses comme ça. Je crois que donc, vous avez eu le lien du replay qui n'est pas encore terminé. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on vous parle un tout petit peu du processus d'accompagnement qui est prévu. Si vous avez des questions, si vous voulez partager cette présentation, etc., je vais peut-être laisser la parole à Nolwenn et à… Oui, pardon, peut-être avant de laisser la parole sur l'accompagnement, juste un calendrier macro, juste pour vous répéter les grandes dates. Vous avez compris que sur la partie équipement, les éditeurs, ils ont jusqu'à mai pour se faire référencer. Probablement sur les SGL, ça sera condensé entre janvier et mai 2022. Sur les low-inc, moi, je pense qu'on aura quasiment toutes les offres référencées dès la fin de l'année. Il y a la deadline à octobre 2022 pour les derniers déploiements. Donc, il faut impérativement que les déploiements aient lieu début 2022 ou au plus tard à l'été et mois de septembre 2022 pour être financés, l'ordre de grandeur de 30-40 000 euros là, par instance. Voilà. Et puis après, on enchaîne sur la vague 2, dont on devrait publier l'arrêté avec le contenu des DSR juillet-août 2022, si tout se passe bien. Et puis, sur les négociations conventionnelles sur la partie usage, ça, elles débutent sous le contrôle de François fin du premier trimestre de 2022. Et donc, s'il y a un accord signé suffisamment rapidement, je pense qu'elle pourrait, y compris, avoir des effets dès l'année 2022, ce que j'espère, pour pas qu'on se retrouve à devoir attendre 2023 pour ce financement à l'usage. Donc, au-delà de ces calendriers, ce qu'on voulait vous présenter très rapidement, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, en gros, si vous avez des questions, comment vous faites, qu'on a prévu des pilotes, etc., etc. Donc, je vais laisser la parole à Nolwenn et Jean-Baptiste de l'ANS pour vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour à tous, Nolwenn François. Je travaille au sein de l'Agence du numérique en santé et je m'occupe, en ce qui concerne le Ségur et le sujet du jour, je m'occupe du support auprès des établissements et des professionnels de santé. Donc, je vais vous parler rapidement de la question du support qu'on doit voir sur la diapo suivante. Puisqu'il comporte différents éléments, dont un corpus documentaire qui est alimenté au fil de l'eau par la production de nouveaux documents qui viennent de nouveaux besoins, qui sont actualisés régulièrement. Donc, tous ces documents-là sont en ligne sur le site de l'ANS, soit sur la page d'accueil quand ils sont communs à l'ensemble des couloirs, ce qui est le cas du document commun, comprendre les Ségur du numérique en santé, qui est en cours d'actualisation, mais il y a une première version qui date du mois de juillet, qui est en ligne actuellement, qui va changer dans les jours qui viennent. Des fiches pratiques qui ont été déjà évoquées, je crois, mais qui sont des documents très, très synthétiques, qui font 3-4 pages. Il y en a une par couloir, donc il y en a une qui concerne la biologie, une qui concerne l'hôpital notamment. Il y en a dans chacun des couloirs et qui permettent d'avoir une vision très rapide sur
en quoi consiste le Ségur et quels sont les bénéfices que chacun pourra en attendre dans le cadre des fonctions mises en œuvre, avec des éléments de calendrier. On a également en préparation des modes d'emploi qui reprendront de manière pratique les différents éléments qui viennent de vous être présentés pour aider chacun à entrer dans le processus, dans tous les dispositifs qui viennent d'être vus, et puis pour déployer avec des éléments de service socle notamment, l'ensemble des fonctionnalités attendues jusqu'à la fin de vos projets Ségur. Et puis voilà, il y a un premier document de retour d'expérience des pilotes et tout ça sera alimenté au fil de l'eau par des documents complémentaires. Il y a aussi je n'ai pas mentionné sur cette diapo, mais un document qui liste un sommaire dynamique, voilà, qui liste toute la documentation existante, que ce soit spécifique sur le Ségur, comme ce dont on vient de parler, que ce soit sur des fiches sur les services socles ou tous les kits d'aide au déploiement et à la compréhension de ces différents services. Donc, tout est listé sur ce document que vous pouvez également trouver en ligne sur la page Ségur de l'ANS. On a également en ligne des FAQ, donc vous en trouvez une par couloir, qui reprennent des éléments transversaux ou des éléments spécifiques à la biologie. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la consulter parce qu'il peut y avoir des réponses à vos questions et on l'alimente régulièrement au regard des nouvelles questions qui nous sont posées. Et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, il y a un support avec un formulaire en ligne que vous trouvez sur la même page et auquel vous pouvez aussi accéder en cliquant sur le lien ici, pardon. Contacter les équipes Ségur. Excusez-moi. Voilà, sachant qu'il y a une FAQ dédiée aux éditeurs sur le site Tech e-santé qui permet d'avoir pour nous de catégoriser les différentes questions et de les orienter aux bonnes personnes suivant les typologies de personnes qui nous posent des questions et sur les sujets qui sont soulevés. Des webinaires qui sont organisés régulièrement, comme celui d'aujourd'hui. Le prochain sur le calendrier, c'est le 11 octobre à 14 h. Il sera en ligne dans la journée, qui est une présentation générale du Ségur numérique. Donc, pour ceux qui n'auraient pas déjà connaissance de tout ce dont on vient de parler dans le détail, c'est une présentation plus générale qui entre moins du coup dans les détails et les spécificités de chacun des couloirs, mais qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait. Et le 12 sur le couloir médecin de ville, avec tout ce que ça implique de particularité sur ce qui a été défini dans le DSR pour les médecins de ville. Un autre webinaire sera programmé sur le périmètre de la biologie ultérieurement, probablement en janvier 2022. On n'a pas encore fixé la date, mais c'est pour vous dire qu'on replanifie régulièrement des webinaires avec les nouvelles actualités, les nouvelles évolutions, et puis pour embarquer aussi les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre tous ces webinaires, sachant qu'ils sont disponibles toujours en ligne sur le site des webinaires de l'ANS en replay. Donc, celui-ci sera disponible également et les présentations sont accessibles aussi à cet endroit-là. Vous avez aussi des rencontres, des webinaires qui sont organisés par les régions, par les ARS et ou les grades, ça dépend. Et il faut pas hésiter à vous tourner vers eux pour en savoir plus sur ce qui est programmé de leur côté. Et nous, il nous arrive d'y participer pour justement compléter les informations et les présentations ou répondre aux questions. Et nous sommes aussi présents sur les événements divers et variés, et dont Santé Expo bientôt, les journées, il y a un ensemble d'événements aussi, journées d'innovation qui concernent la biologie en particulier. Et donc, vous pouvez nous retrouver à l'occasion de ces journées. On essaye d'être présent au maximum pour vous rencontrer en direct et vous apporter tous les éléments de réponse dont vous auriez besoin. Voilà, donc surtout le message qu'on fait passer là, c'est n'hésitez pas à consulter les pages de l'ANS sur le Ségur, parce qu'on les alimente régulièrement et on fait passer l'information et on essaye d'arriver jusqu'à tout le monde pour que vous soyez au courant des nouvelles publications ou des mises à jour. Mais n'hésitez pas à vous y rendre directement et si vous n'y trouvez pas ce dont vous avez besoin, contactez nos équipes et on s'efforce de vous répondre en quelques jours pour débloquer des situations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste sur justement la partie pilote. Oui, merci Nolwenn. Donc bonjour à tous, Jean-Baptiste Quach de l'ANS.
Alors concrètement, on a lancé des pilotes en septembre 2021 dans 5 laboratoires, à savoir Labo Sud, Biofusion, Biorive, le CHU de Poitiers et le CH d'Avignon, ce qui fait donc au total 3 labos de ville et 2 labos hospitaliers. Donc une équipe d'accompagnement ANS-DNS qui est également membre de la Task Force Biologie est en pilotage. Et en fait, l'idée est d'accompagner les déploiements pour construire des retours d'expérience et lever les principaux freins, et cela jusqu'à février 2022. Donc, le premier objectif est de vérifier le processus SegurVac 1 de bout en bout dans les laboratoires pilotes, avec pour sous-objectif d'analyser le point de départ de chaque laboratoire et d'anticiper un certain nombre d'actions de préparation, et puis aussi d'éprouver le dispositif de financement SGL et l'OINC. Et le deuxième objectif est de valoriser les réussites de déploiement des versions SegurVac 1 dans les laboratoires, avec pour sous-objectif le fait d'étudier les modifications organisationnelles ouvertes par les nouvelles fonctionnalités techniques les plus structurantes, comme par exemple la consultation du DMP, la gestion d'une boîte organisationnelle par les secrétariats pour les échanges avec les patients, etc. Et aussi de dresser un retour d'expérience formalisé dans un livrable collectif, ayant vocation à être communiqué au plus grand nombre afin d'inciter un maximum de laboratoires à s'engager de la manière la plus simple et efficace possible dans la démarche du Ségur numérique. Et donc, les prochaines actions annoncées en priorité, comme l'a bien souligné Raphaël, sont tout d'abord de contacter vos éditeurs de SGL pour anticiper des bons de commande, de fonder l'offre des industriels du transcodage Wings, donc c'est sur la prochaine diapo, de se préparer aux indicateurs qui seront probablement utilisés pour le financement à l'usage, comme par exemple l'envoi du CRBio au DMP avec INS qualifié ou encore l'envoi par MSS et MSSC. Et puis, vous pouvez aussi regarder la plaquette d'information biologie ainsi que le support de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre attention et nous allons essayer de répondre à vos dernières questions. Merci, merci Jean-Baptiste, merci Nolwenn. Et donc voilà, comme il nous reste peut-être encore quelques petites minutes avant de se quitter, s'il y a des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou que ce soit par oral, sachant qu'on ne vous abandonne pas là, sachant qu'on refera un webinaire comme ça a été cité. Et puis, vous avez normalement dans ces slides, si vous avez la moindre question par écrit, à froid, la capacité de nous contacter. Et vraiment, on souhaite de tout cœur que, voilà, que vous soyez, d'avoir réussi de vous convaincre aujourd'hui que c'était un programme qui nous permettrait collectivement d'aller de l'avant sur le développement du numérique, à la fois pour vous et puis pour les patients, et que vous allez vous engager avec le fait de voir avec votre éditeur comment avancer, et puis pour être au rendez-vous de la transmission DMP, MSS et MSC citoyenne. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de s'arrêter là. Je sais que certains d'entre vous ont une réunion notamment à 18 h, et puis vous remercier. Ah, il y a peut-être une question de Dominique Pierre sur le suivi des déploiements de ville. En tout cas, nous, on va avoir une capacité sur l'action du financement équipement de pointer les éditeurs, évidemment, qui auront présenté un bon de commande pour une avance et présenter le solde. Donc, on pourra avoir un tableau. On estime à peu près qu'il y a 800 instances, nous, en France, avec 5000 à peu près laboratoires en tant que site géographique. Et donc, sur ces 800, on va essayer de suivre vraiment un par un avec des tableaux qu'on essaiera de faire régionaux pour pouvoir les diffuser d'une part aux ARS et d'autre part aux CPAM des CGDR pour qu'il puisse y avoir un suivi régional le plus fin et peut-être faire parfois un petit peu des petits coups de téléphone pour rentrer en échange avec un labo pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas vu ce labo encore dans la liste des labos pour lesquels le financement à l'équipement Vaguin avait démarré. Et donc, effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, sur la MSA, n'a pas de convention pour déverser dans le DMP. Écoutez, je ne suis pas certain de bien comprendre le problème. Donc, peut-être si Christophe, Monsieur Menant, si vous pouvez peut-être nous détailler un tout petit peu, alors pas à l'oral, mais dans le chat, si vous pouvez nous décrire un tout petit peu la situation pour qu'on se renseigne auprès de la MSA et de la CNAM sur ce point-là, on essaiera de vous faire une réponse. En tout cas, il n'y a pas besoin de convention pour alimenter dans le DMP. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin là, de convention particulière à ce stade-là. Mais à creuser, hein, voilà, je suis preneur du détail. Écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Et en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir pu
sacrifié 2 heures de votre temps aujourd'hui pour nous écouter. Et puis, on espère vraiment que ce programme vous permettra d'améliorer les choses au quotidien dans vos laboratoires. Et puis, de toute façon, on reste en contact.